Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bulle de rêve, une émission préparée par Alexis Huneau, Nicolas Tisse, Pascal Leduf, Marie-Pauline Mollaret et Antoine Bibert. C'est moi qui vous parle au micro. Et avec moi autour de la table, j'ai Nicolas. Alexis est en route, il devrait nous rejoindre sous peu. Et nous avons le plaisir d'accueillir Charlotte Arène. Bonjour Charlotte. Réalisatrice de films d'animation dont nous allons essayer de vous faire découvrir le travail de la manière la plus complète possible cet après-midi. On va commencer par rentrer un petit peu dans son univers de manière musicale avec un morceau de Chilly González, Oregano. Et on vient d'entendre la musique de Au commencement était la mer, donc un film de Charlotte. Musique de Pierre Oberkampf. Et Alexis est arrivé et va pouvoir nous désannoncer le premier titre qu'on a entendu. En fait, j'étais vraiment là, mais il n'a pas voulu me laisser la parole. C'est pour ça. Ceux qui me connaissent savent que j'arrive jamais en retard. Voyons. Bonjour à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Bonne année Charlotte. Merci d'être présent avec nous. Je pense qu'il a déjà dit Antoine, mais voilà, ça nous fait, tu le sais, très plaisir. Et donc oui, on a commencé, si vous avez entendu, je suis vraiment déçu de pas avoir entendu ce générique que j'ai voulu énergique pour commencer l'année d'un groupe qui s'appelle Convulsif. Déjà, le nom est pas mal. C'est un groupe suisse de métal. Il y a une grande scène métal. Alors métal, c'est un peu complexe, c'est un peu de mélange. Je vais juste vous lire très très rapidement, si je retrouve. J'ai trouvé ça un peu avant. Le groupe en fait n'a pas de guitariste, un groupe métal qui a pas de guitariste, qui est assez rare dans ce genre de choses. Et le responsable du groupe l'explique bien qu'ils essayent. Donc rapidement, ce groupe existe depuis 2015 sous mon impulsion, confie Loïc Grosbetti, musicien et membre de Convulsif. Nous sommes 4 amis, tous musiciens. Notre style musical part du rock que l'on passe avec de nouvelles sonorités et des choses improvisées. Particularité du groupe, on fait du rock sans guitare. On remplace par des effets et on trouve des solutions et c'est ce qui rend unique notre projet. On use beaucoup d'effets comme les distorsions ou des réverbes. On crée un mur de son qui comble le manque harmonique de la guitare. On cherche toujours à sonner de manière simple et organique, un peu comme Nirvana. On fait des recherches sonores comme Pink Floyd, il faut être prêt à la découverte et avoir des choses nouvelles dans les oreilles. On a juste passé 1 minute, les morceaux font normalement 12 minutes. Et en effet, c'est une espèce de plongée dans des sons absolument incroyables, de mélange. Je trouvais que pour commencer l'année, c'était pas mal de commencer avec un groupe en plus qui s'appelle Convulsif, en espérant que ce monde ait enfin un peu des convulsions et qu'on essaye de passer un peu à autre chose. Voilà, c'était un long... Juste pour un générique, je crois qu'on n'a jamais passé autant de temps pour... C'était très bien. Merci Antoine.
Et donc moi j'ai voulu commencer l'émission par justement le film Au commencement était la mer, parce que même si c'est pas le premier film, c'est pas le dernier non plus, mais je me suis dit que c'était certainement, en tout cas de ceux qui sont sortis pour l'instant, ton film le plus personnel. Et voilà, je voulais qu'on commence à parler un peu de ça, parce que dedans, pour moi, il y a quasiment tout ce qui fait ton cinéma, c'est-à-dire il y a une forme d'ode à l'observation de la nature, aux phénomènes naturels qu'on retrouve dans tes films de commande. Mais il y a aussi déjà quelque chose tu nous en parleras peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais qui part vers l'expérimental ou l'abstrait, qui est assez proche de ce vers quoi tu as l'air d'aller, en tout cas en ce moment, dans ce que tu montres de ton travail en cours. Et moi, je voulais savoir un petit peu d'où tu étais parti pour détourner comme ça un épisode biblique pour en faire un film il faut raconter un tout petit peu l'histoire et il faut un peu dire. Oui. Donc il s'agit de l'épisode Jonas et Baleine. Vas-y Charlotte, pardon. C'est un épisode biblique. Jonas, c'est un prophète mineur de l'Ancien Testament. Et son histoire, c'est que Dieu lui confie une mission. Il lui dit, va en gros évangéliser les Ninivites sur l'île de Ninive. Et Jonas refuse. Dans la Bible, c'est pas expliqué pourquoi il refuse. On dit juste qu'il fuit. Donc il se soustrait à cette mission. Il embarque sur un bateau et il y a une tempête qui éclate. Et le capitaine du navire... tous les marins invoquent leur Dieu, prient, non, faites que ça cesse, ça marche pas. Du coup, ils disent, il y a quelqu'un de coupable sur le bateau, quelqu'un qui a déclenché la colère de son Dieu, il faut trouver qui c'est, et ça tombe sur Jonas. Oui, effectivement, Jonas dit, c'est peut-être de sa faute, et les marins le jettent à l'eau, et Jonas est avalé par une baleine. Enfin, dans la Bible, ils disent un grand poisson, mais c'est interprété comme une baleine. Et il passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, il prie, il réfléchit, et à la fin il dit « Ok, Dieu, j'accepte, c'est bon, j'y vais, je vais y aller ». Et la baleine recrache Jonas sur les rives de Ninive, et Jonas accomplit sa mission. Mais dans mon film, Jonas passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, et il réfléchit, et il se dit « En fait, je pense que je crois pas en Dieu, en fait ». Et la baleine dit « Ok », et il recrache Jonas, et Jonas, la dernière phrase du film, c'est... je me souviens même plus. Le 3e jour, Dieu glissa hors de Jonas et Jonas glissa hors de la baleine. Et voilà. Juste alors, je sais pas si j'ai mal fait mon boulot. On est en pleine. C'est pour ça que je suis en retard. On est en plein moment de donner des notes à l'école ou des choses comme ça. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Mais pourquoi je disais ça? Ça veut aucun intérêt. Oui, juste j'ai mal fait mon boulot. Vous regardez, pour tous les auditeurs et auditrices, évidemment, vous tapez Charlotte Arène, Vimeo. Il y a plein de choses, juste pour voir des images un tout petit peu. Je sais pas si Antoine tu l'as dit, mais c'est juste pour que vous ayez un peu l'idée de. Tous les films sont en ligne, oui, quasiment. Ouais. Quasiment, ouais. Et c'est important de voir l'univers aussi, visuel. Donc Charlotte Arène, A-R-E-N-E, Vimeo, et vous tombez sur toutes ces images. Sans accent. J'ai fait faire la bêtise de mettre des accents. Et moi, je voulais te poser la question un petit peu de comment s'était passé le processus du film, parce qu'en fait, dedans, il y a des choses. Alors, je sais pas à quel point tu t'en avais conscience au moment de le faire ou pas, mais il y a des choix assez radicaux pour un film de fin d'études. Il y a cette voix off qui est très forte, qui est très présente et qui prend beaucoup de place et en même temps qui se fait pas manger par l'image. Il y a le fait de s'attaquer à un récit comme celui-ci. Enfin, comment t'as réussi à tenir ces choix et à t'en débrouiller pour par exemple pour que la voix prenne pas toute la place dans le film? J'espère que je vais pas décevoir des gens en disant que il y a beaucoup de trucs qui ont été choisis soit à la dernière minute dans la panique, soit par défaut. C'est le processus d'écriture de film a été un peu bizarre. Enfin, j'ai passé 6 mois à y réfléchir et 4 mois à le réaliser. Et 6 mois à réfléchir, à paniquer, à me rendre compte que j'avais aucune idée de comment écrire ce truc. Je suis arrivée donc à l'ENSAD, on arrive en dernière année, on a une réunion avec les professeurs en disant est-ce que vous avez des idées pour votre film de diplôme, réfléchissez. Et j'avais cette idée, j'avais envie de parler d'athéisme. Je me considère comme athée depuis la fin de l'adolescence. Et pour moi, c'était une question qui était réglée. Et en fait, au contact
2-3 ans avant mon diplôme, on avait des discussions là-dessus sur est-ce qu'un chercheur scientifique peut être croyant ou pas. Je me suis rendu compte que la question chez moi était pas réglée, ou alors que j'avais une position vis-à-vis de l'athéisme. Je suis quand même sensible au sacré et aux religions. Moi, mes parents sont croyants, c'est quelque chose que je respecte et que je comprends. Et bref, voilà, j'avais envie de réfléchir à cette question et trouver un moyen d'écrire quelque chose qui rende compte de ma position vis-à-vis de la religion et de la croyance ou pas en Dieu. Et ça fait extrêmement sérieux comme ça. Effectivement, c'était un sujet hyper sérieux avec lequel je me suis débattue. Ça remonte en plus maintenant, hein, donc c'est difficile de se souvenir de comment les idées sont arrivées, mais bon, bref, j'ai passé 6 mois à écrire frénétiquement dans un carnet tout ce qui me passait par la tête, les réflexions. Beaucoup de choses étaient très mauvaises. Et après, le travail, c'était de sélectionner qu'est-ce qui allait pouvoir marcher ensemble. En fait, je crois que j'essayais de faire ce qu'on appelle un film-essai, peut-être. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas, ou j'arrivais pas à l'écrire. Donc je me suis dit, ok, il faut que je me concentre sur un truc, il faut que je choisisse une trame qui va me permettre de loger ce que j'ai à loger dans le film. Et j'hésitais entre plusieurs épisodes bibliques, et j'ai choisi celui de Jonas. Parce que c'était... en plus, c'est marrant parce que je crois que c'est un de mes professeurs, François Darras, qui m'a parlé d'un auteur qui analysait l'histoire de Jonas comme l'histoire de... je sais plus. Zut. Jonas, c'est un procrastinateur aussi. Enfin, les psychologues parlent du syndrome de procrastination comme du syndrome de Jonas. Et donc, ça me parlait. Bref. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux, c'est génial. Non, pas du tout, c'est très clair. Non. Mais justement, pardon Antoine, juste comment on va en parler tout à l'heure, comment on passe de gens qui ne sont pas des acteurs, donc des scientifiques, qui ont travaillé avec quelqu'un, donc Hugues Martel, qui est plutôt doubleur. Ouais. J'ai vu doubleur pour des jeux vidéo, en plus des gros jeux vidéo, Professeur Layton, il a fait Full Metal Panic, il a fait des séries, et qui a une voix beaucoup plus docte. Enfin là, alors que tu réussis à faire travailler les scientifiques, on a presque l'impression que c'est naturel, et là on a quelque chose, on a l'impression que c'est... Voilà, que tu le fais travailler complètement différemment. Est-ce que c'est lui? Comment s'est passé ce travail? Oui, c'était très différent. Le travail avec les scientifiques, c'était facile parce que c'était des interviews, ils étaient eux-mêmes, je les laissais parler. En plus, Julien et Frédéric, avec qui j'ai travaillé, ont fait du media training. Enfin, ils ont l'habitude de passer à la radio, d'expliquer leurs trucs. Le travail avec le doubleur de mon film de diplôme, c'était différent. C'est un texte écrit. C'était un comédien que connaissait une amie à moi qui est à l'ENSAD, Rosalie Noncin. Elle me l'a présenté, il a accepté de faire la voix, et on a passé on y a passé 2 ou 3 heures, 2 heures maximum je crois, au sous-sol de l'ENSAD, dans une studio d'enregistrement, et je lui ai passé le texte, il l'a eu le matin même, et il l'a lu, et au départ c'était très docte et sentencieux, etc. Et le travail a été d'ajuster avec lui comment je pensais qu'il fallait... on a fait plusieurs prises, je lui ai demandé de moduler, d'être plus doux, plus réflexif à certains moments. Je savais, quand Rosalie m'a présenté, du coup je savais comment était sa voix, une belle voix grave, un peu de conteur comme ça. Je me suis dit que c'était ce qu'il fallait. Et après c'était une question de moduler pour pas que ce soit trop... Plus ça commence par le vrai texte biblique, et puis ça dérive, c'est moi qui modifie le texte après, qui insère mes trucs dedans, et ça commence par et la parole de Dieu s'adressa à Jonas, et ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit voilà, ça va faire fuir les gens en courant dès les premières secondes du film, et en fait non, ça passe parce qu'il a cette qualité un peu de conteur. Et surtout tu laisses un moment de silence, il y a ce moment de contemplation, où finalement on s'arrête, et comme tu dis, ça reprend juste à la fin un tout petit peu. Ouais. Et que finalement, on joue là-dessus. Si je te dis, moi je trouve que c'est intéressant ce que disait Antoine. Moi j'avais presque l'impression que c'était un film qui était, alors, en y pensant, à la fois à l'opposé de tout le reste de ce que tu as fait, et à la fois, c'est comme si, évidemment, c'est constitutif de ce que tu fais. Donc à un moment donné, il y a une phrase où Jonas regarde, et on vous en parlera, puisqu'elle travaille beaucoup, on l'a dit Charlotte, avec des scientifiques, ce qui se construit de particule en particule, par hasard, par défaut. Donc on sent que déjà, il y a plein de petites choses quand même, en tout cas, qui joue sur l'idée de la science ou de tout ce qui se passe autour de nous. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est dans un autre style. On a l'impression que t'as pas envie de tout expliquer, là où dans les autres films, par contre, on est dans l'explication. Oui. Ça, c'était important pour toi aussi, de te dégager un peu de toujours tout expliquer finalement, et de laisser...
C'est bizarre pour moi d'en parler. J'ai très peu parlé de ce film avec qui que ce soit en fait. Enfin, il a été présenté dans quelques festivals, j'ai bien discuté avec quelques personnes, mais c'est la première fois que j'en parle en profondeur. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que je l'ai fait, donc c'est marrant. Mais faut savoir que les films scientifiques, j'y suis arrivée vraiment par hasard. Moi, j'ai fait une formation littéraire. Je me dirigeais, si j'étais pas entrée dans une école d'art, j'aurais fait une fac de philo ou de lettres. Et c'est la rencontre avec Julien de La Physique Autrement s'est faite par hasard. C'est lui qui m'a contactée. Voilà, c'était une rencontre fortuite, mais très formatrice et déterminante. Je suis tombée dedans, voilà, et j'ai adoré. Et mes sensibilités de départ ont toujours été les mêmes. Enfin bref, et donc ce film de diplôme, c'était voilà, l'occasion de faire un projet personnel, et je suis revenue à des trucs qui m'intéressaient depuis le début. Donc j'ai pas du tout consciemment cherché de contraste avec ce que j'avais fait avant. Par contre, évidemment, les projets que j'ai fait avec des scientifiques et les discussions que j'ai eues avec eux ont nourri, on nourrit ma réflexion et sans doute ont influencé l'écriture du texte. Parce que le commencement était amer, c'est un film sur le doute. Alors que tous les autres films, certes, il y a du doute, on reviendra sur le Nobel chevelu, on reviendra sur des choses comme ça qui sont complexes, mais c'est un film qui est sur qu'est-ce qu'on fait finalement là, est-ce qu'on doit prier parce qu'on va être sauvé, ou est-ce qu'on ne prie pas finalement, est-ce qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous, est-ce qu'on accepte finalement les mystères de la vie qui sont autour de nous, et tu prends, j'ai l'impression par rapport, et même si tu le fais, on le verra dans les films scientifiques, encore plus de place pour le temps, tous ces moments donnés où on va être ces poissons, enfin toute cette faune maritime qui découvre et que nous découvrons au même moment. C'était tout ce passage sous la mer où Jonas observe depuis la baleine le monde sous-marin. C'était à la fois parce que j'avais envie de montrer que on peut être ébloui par le monde naturel et l'observation passionnée de ce monde naturel de plusieurs manières. On peut se dire c'est incroyable, ça a été créé par Dieu, c'est merveilleux, ou c'est incroyable, c'est la nature, c'est le hasard. Donc il y a ça, et puis aussi ça a été inspiré par le fait que il y a plusieurs versions de cette histoire dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah. Et dans la Torah, dans certaines exégèses de la Torah, il y a il y a une interprétation qui dit, des textes rajoutés qui sont rajoutés par des exégètes, et qui dit littéralement Jonas regardait à travers les yeux de la baleine comme à travers des vitres de verre, et la baleine lui fait une espèce de visite guidée des fonds marins. Il lui montre des cités enfouies en disant regarde tout ce que Dieu a créé, ça te donne pas envie de lui obéir, de lui rester fidèle. Et moi je me suis dit, ok, je vais prendre exactement ça, mais en faire le contre-pied, en observant les merveilles naturelles et les fonds marins, la beauté qu'on peut y trouver. Sa réflexion bifurque et se dirige vers d'autres conclusions. Moi, j'avais une question aussi par rapport justement, tu commences par quelque chose qui est beaucoup plus documentaire avec l'approche avec les scientifiques, le travail avec les scientifiques. Tu disais tout à l'heure que tu avais envisagé au début de faire presque un essai filmé, que tu avais du mal à écrire. Pourquoi justement être passé du côté de la fiction et ne pas avoir peut-être pris encore puisque tu avais l'habitude de travailler avec ça aussi, des interviews de personnes qui pouvaient parler de la religion ou autre, et comment s'est fait le passage à la fiction justement? J'avais aucune idée d'où aller ou de qui interroger pour parler de ça, et moi je suis quelqu'un d'assez timide, et c'est une réflexion qui était complexe et pas claire pour moi, donc je me sentais pas d'aller interroger les gens avec des questions complexes et pas claires avant d'avoir mis moi-même au clair ce que je voulais essayer de dire. Et cette trame narrative de l'histoire de Jonas, ça a été un soulagement, en même temps un truc sur lequel je pouvais me greffer et greffer les bouts de texte auxquels je pensais. Et ça a synthétisé, en fait, ça a permis de, non pas synthétiser, mais cristalliser tout le reste autour de ça. On va faire une petite pause musicale avec un morceau suggéré par Pascal. C'est un morceau de Paul McCartney. On sent que c'est Antoine qui est présent parce que c'est beaucoup plus carré. Ça marche beaucoup mieux. Moi, on va reposer des questions. Non, ok, pardon Antoine, je te laisse. On a encore plein de temps pour poser des questions. Donc, c'est un morceau de Paul McCartney, Longtail Winterbird. Je suis désolé pour l'accent anglais. Alors, il y a un petit texte de Pascal avant. Paul McCartney aurait dû partir en tournée au printemps dernier. Hélas, le confinement en a décidé autrement. Il a profité de l'occasion pour enregistrer dans sa ferme du Sussex un album quasiment intégralement en solo. Composition, production, interprétation. Sobrement titré 3, qui s'inscrit dans la suite des 2 autres enregistrés dans des conditions proches en 1970 puis 1980.
Le premier après la séparation avec les Beatles, le deuxième après celle avec les Wings. Il joue de tous les instruments, guitare, piano, basse et batterie, pour cet enregistrement libre et plutôt joyeux, avec juste une pointe de mélancolie. C'est naïf par moments certes, mais ce maître de la pop sait toujours créer des morceaux séduisants. J'avais d'abord choisi Deep Deep Feeling sur la force écrasante du sentiment amoureux, à la construction un rien expérimental. Il se fait clairement plaisir dans ce morceau où il en évite des lignes trop claires, joue avec sa voix et une mélodie qu'il se plaît à heurter. Mais 8 minutes, c'est un peu long, donc j'ai finalement opté pour Long-Tailed Winterbird, un morceau quasiment exclusivement instrumental, simple mais très agréable à écouter. C'était un des lieux centraux du laboratoire, un des lieux où il y avait le plus de vie, parce que tout le monde y descendait pour aller lire les articles. Et c'est devenu un lieu assez désert, évidemment, parce que maintenant on a accès aux mêmes articles en ligne, avec des abonnements électroniques. Et c'est un lieu où se cachent derrière tous ces volumes, en fait, ils ont une centaine d'années de physique des solides. Alors un des formats d'articles les plus populaires dans la communauté des physiciens, c'est ce qu'on appelle la lettre. On vient d'entendre un extrait du Chercheur et son article. C'est, si je ne me trompe pas, le premier film que tu as fait avec des scientifiques. Et je voulais, pour commencer, que tu nous parles un tout petit peu de comment ça s'est passé la rencontre avec eux et comment t'en es venu à tisser des liens assez forts, parce que ça fait quand même quelques films que tu fais avec eux. Alors, commençons par le commencement. C'est un film que j'ai fait avec une équipe, un groupe de recherche qui s'appelle La Physique Autrement. C'est un groupe de recherche qui est basé au laboratoire de physique des solides d'Orsay et qui se consacre à la vulgarisation de la physique. Ils font des projets et de la recherche appliquée sur comment vulgariser de nouvelles manière originale la physique. C'est des enseignants, chercheurs aussi, donc ils ont aussi des pratiques un peu expérimentales d'enseignement. Ils testent de nouvelles manières d'enseigner la physique auprès de leurs propres étudiants. Et voilà, c'est un groupe qui a été créé en 2013, si je dis pas de bêtises. Et donc ça faisait 1 an qu'ils existaient quand ils m'ont contacté. Ils cherchaient à faire des films d'animation. Voilà, ils touchent à tout, vraiment. Ils tentent plein de trucs. Et ils cherchaient une ou un cinéaste d'animation. Ils ont eu mon contact via un ancien professeur à moi à Estienne, qui savait que j'étais partie aux Arts Déco pour faire de l'anime. Et donc j'ai reçu un mail de Julien Bobroff, qui me disait: est-ce qu'on peut se rencontrer pour discuter, faire un projet de film. Et moi j'entamais ma 2e année aux Arts Déco. Je me disais je vais avoir plein de taf, comment je vais faire un film à l'extérieur en plus. Et j'ai failli dire non désolé, je suis trop occupée. Et c'est ma mère qui m'a dit: mais non, réponds, on sait jamais. Donc j'ai dit oui, voilà, bon, rencontrons-nous. Et j'ai tellement bien fait. Elle a tellement bien fait. Maman, si tu m'écoutes, merci. Et donc on s'est rencontrés, on a discuté, et il m'a dit: bah écoute, si t'es occupé pendant ton année scolaire, c'est pas grave, faisons ça cet été, faisons un stage, comme ça c'est parfait. Moi j'avais besoin d'un stage, nickel. Et donc voilà, en discutant, on a cherché quel sujet on pouvait aborder. Et donc c'est lui qui est arrivé avec toutes ces idées, toutes ces envies. Et moi j'ai principalement écouté. Je crois que j'ai vraiment à peine décroché 3 mots la première fois qu'on s'est rencontrés. Salut Julien, si tu m'écoutes. Et il avait cette idée, il avait une envie assez forte de parler du processus, du temps de la recherche, du cycle et du temps de la recherche. Comment parce que les gens ont pas trop l'idée de combien de temps ça prend et comment, enfin, je suis encore en train de fermer moi. Attends, je vais reprendre. C'est super. C'était très bien. C'était un cycle. Très mauvaise. Voilà, mais pas du tout. C'était parfait. C'est un cycle. Voilà, c'est un cycle et c'est. Quand un chercheur fait une découverte, comment ça se passe? Il la publie. Il y a tout un processus pour faire publier ces découvertes. Et c'est un truc qui n'est pas très connu du grand public. C'est un processus qui a des codes, une temporalité, etc. Donc, il avait envie d'en parler. Et moi, je le découvrais complètement. Donc, j'étais hyper curieuse de voir ça. Donc,
Il m'a dit ok, très bien, tu vas aller interviewer un de mes collègues au LPS, un physicien qui s'appelle Frédéric Restagno, qui travaille dans ce qu'on appelle la matière molle. Et il venait avec son équipe de recherche, il venait de faire une publication récente sur une découverte récente. Ça avait été un peu toute une aventure pour la publier, donc il y avait toute une histoire à raconter. Donc je suis allée le rencontrer au LPS, je l'ai interviewé, on a parlé pendant 2 heures, 2 heures et demie, et de cette longue interview s'est dégagée une trame narrative, et c'est comme ça que j'ai construit le film autour. Et on a complété pour les points techniques sur l'explication des revues scientifiques, le processus et tout. J'ai interviewé Julien et Julien a complété. Alors le seul qui connaît ça autour de la table, c'est évidemment Nicolas, qui est le seul universitaire, qui est le seul docteur. T'es pas docteur, Remarque. Non, mais en gros, c'est pas grave. Mais en tout cas, je pense que le film est d'autant plus important aujourd'hui que les gens, pendant la pandémie du Covid, sont tous là à se dire non, mais de toute façon, la recherche, ça doit être rapide. Et puis, les articles peuvent sortir en 2 mois de temps et être intelligents et intéressants. Et on a eu un exemple aussi pendant la pandémie, ce qui fait que ce serait encore bien pour que tout le monde puisse regarder ton film, pour comprendre que la recherche, c'est long et que la publication, c'est d'autant plus long et que finalement, on ne peut pas créer des vaccins ou autres en 3 mois de temps, par exemple. Ouais. Parce que l'idée, c'est que la publication, c'est aussi des gens qui vont dire, alors c'est un peu compliqué, mais oui, là, c'est vraiment important. Là, il y a quelque chose. D'autres scientifiques qui vont dire, oh, là, il y a quelque chose de nouveau, qui arrive, etc. Donc ça prend du temps tout ça. Moi, j'avais juste une première question aussi par rapport à ça. C'est, si tu peux y répondre, pourquoi est-ce que eux avaient particulièrement envie d'avoir une réalisatrice ou un réalisateur, mais c'est tombé sur une réalisatrice de films d'animation? Je sais pas du tout. Non, ok. C'est pas trop grave. Non, c'est parce que. Et puis, quel est le rapport justement à l'animation? Et eux, avaient-ils conscience, puisque toi, tu parles du temps de la recherche, du temps de l'animation, qui est aussi un processus extrêmement long. Ça a vraiment été une découverte mutuelle, en fait. J'ai vraiment eu de la chance parce que c'est des gens curieux et assez chill. Enfin, ils m'ont invité. En plus, ils m'ont invité à travailler au laboratoire. Ils m'ont donné une salle. Installe-toi, travaille là. Ils m'ont payé du matos pour me construire un banc titre. Et vraiment, je me suis approprié le lieu. Enfin, j'ai pu m'installer et travailler tranquillement. Et ils m'ont observé travailler. Enfin, ils sont très observateurs. Et donc et moi, en même temps, c'était le premier film que je faisais, donc je découvrais en même temps. En même temps qu'eux. Et voilà, on s'est apprivoisés mutuellement. Non, je pense qu'ils avaient pas trop l'idée de combien de temps ça prend exactement, et ils se sont rendus compte rapidement. C'est marrant parce que un moment dans le film, à un moment, il y a l'article qui se transforme en bouteille de champagne. Et ça, voilà, il y a des petits confettis. Et donc moi, j'avais mes petits confettis sur la plaque de verre. Je les bougeais avec un pinceau, voilà, image par image. Pas particulièrement difficile, mais voilà, fastidieux, normal, de stop-mo. Et Julien passe dans la salle et dit oh là, mais ça a l'air de prendre vachement de temps, mais et si ça irait pas plus vite si tu soufflais avec un sèche-cheveux ou un truc comme ça? Et j'avais du mal à lui expliquer pourquoi non, c'est pas comme ça que ça marchait. Et Frédéric Restagno, dont la voix est dans le film, est passé à un moment donné aussi, dans la salle, et il m'observait bouger. J'animais une page d'article, donc voilà, juste une page A4, je la faisais bouger sur la plaque. Et il disait mais bon, c'est chouette, mais ça irait pas plus vite avec un ordinateur quand même. Et pareil, j'arrivais pas à lui expliquer que oui, ça irait plus vite avec un ordinateur, mais je me ferais chier. Oui, même pas forcément d'ailleurs. Oui, même pas forcément. C'est quand on a rendu qui plante. Ce qui fait que c'est assez marrant parce que finalement, eux, ils te demandent de parler du temps qui est long pour la publication d'un article, mais ils n'arrivent pas à prendre conscience du temps que ça prend de faire un film d'animation. Alors, je veux surtout pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit, et ils ont toujours été très respectueux. Mais qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc et puis j'ai oublié. Oui, c'est un film qui s'est fait relativement rapidement quand même. C'est un film de 7 minutes et je l'ai fait en 4 mois et demi, 5 mois. Donc ça a quand même été assez rapidement. C'est de l'animation assez simple. C'est pas, voilà, comparé au dernier film que j'ai fait avec eux, c'était très simple. Juste Nicolas, c'est pas tant surprenant. On se rappelle qu'Apra, Disney, le nombre de gens, Rouxel, qui a créé les Shadows, qui a fait pas mal de films. C'est vrai que l'animation a toujours servi quelque part aussi à pouvoir peut-être clarifier des choses scientifiques compliquées. Et puis, je pense que c'est ça qui nous a tous surpris, c'est surtout qu'il y a eu cette espèce de gap entre justement tous ces documentaires scientifiques qu'on pouvait avoir en animation jusque dans les années 60-70. On a l'impression que c'est tombé complètement à l'eau, qu'il n'y en a pas eu pendant des années, et que finalement,
vous revenez, je dis vous parce que voilà, toi t'es à la réalisation, mais il y a un petit groupe derrière aussi de scientifiques, et vous nous ramenez ça. Mais moi, ce qui m'a épaté, alors ça c'était un petit peu, parce que moi ce qui m'épate, c'est ce que disait moi, je trouve, moi ce qui m'a surtout surpris, c'est que c'est un vrai film. Là où des fois moi je m'ennuie quand je regarde les Capra, enfin pourtant Dieu sait si Capra est un grand réalisateur ou même Disney, mais on peut s'ennuyer, c'est un petit peu voilà, bon bah là vous avez 2 + 2 ça fait 4, c'est bien. Donc il y a un truc, là d'un seul coup on prend à la fois pourquoi on a envie d'écouter, surtout pour des gens pas scientifiques forcément comme moi, pourquoi on a envie d'écouter, c'est parce que il y a une vraie mise en scène, il y a une vraie mise en scène, il y a un vrai suspense. Non, mais je sais pas comment l'écriture se fait, c'est ma question, c'est comment l'écriture se fait quand d'un seul coup on a l'impression de se dire mais est-ce qu'il va réussir à le publier, son putain d'article de chercheurs, et eux ils sont vraiment méchants, pourquoi ils veulent pas le laisser Et donc t'en fais, on parlait de documentaire, mais quasiment tu utilises presque des moyens, pas de fiction, mais un petit peu pour nous attirer là-dedans, quoi. Ouais, je suis très flattée et contente, mais ça tient beaucoup à l'interview de Frédéric qui est très vivant, et il m'a raconté ça. Voilà. Il y avait déjà du suspense dans ce qu'il me racontait. Il y avait un truc que je voulais inclure dans le film, et finalement on n'a pas eu le temps. Enfin, ça logeait pas dans la narration. Où dans le processus de découverte, il a eu une idée. Une idée qui lui a permis de débloquer la situation dans laquelle il était dans le train. Enfin, j'avais envie de faire une séquence dans le train. Enfin, il cherchait désespérément un morceau de papier pour noter ces trucs. Enfin, voilà. Enfin, il y avait déjà un peu de la dramaturgie, du suspense. C'est comme il y en a dans toutes les histoires de découverte scientifique. En fait, la dramaturgie elle est déjà là. Moi, j'ai vraiment juste capté sa parole et j'ai monté pour que ce soit concis et clair, mais tout était plus ou moins déjà là. Après, j'avais plus qu'à m'amuser avec l'animation. Il y a un petit côté pour les plus anciens d'Alain Decaux raconte, je sais pas si vous vous rappelez, vous racontez l'histoire, il en faisait des tonnes. Et là, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'on est là, le cheval Noblu, le cheval Noblu, le Nobel chevelu, c'est pas mal. Il y a vraiment ça, il y a vraiment un côté du style. On comprend la moitié des choses, mais on se dit mais ça, d'accord. Ok, peut-être que ça revient à ça. Et même eux, ils sont d'ailleurs très touchants parce que même, je suis pas sûr de comprendre tout à chaque fois, mais quand même, j'ai trouvé ça. Enfin voilà, il y a un truc. Peut-être que, je sais pas si tu l'as dit au début, moi ce qui m'épate, et qu'on a ressenti dès tes premiers films, et je pense que c'est pour ça aussi, enfin les gens de l'animation, tes films nous plaisent, enfin en tout cas pour beaucoup, parce qu'il y a ce plaisir de la matière qu'on retrouve dans des films scientifiques, qu'on va retrouver dans Au commencement était la mer, parce que c'est à la fois une recherche aussi plastique, c'est-à-dire qu'il y a pas que il y a esthétique plastique quand on regarde les poissons dans Commencement était la mer, il y a aussi ce bonheur-là qui est à la fois de regarder puis à la fois des animations. On parlera un petit peu plus tard des références, mais ça devient d'où c'est un plaisir, cette matière que. C'est un plaisir manuel avant d'être visuel. J'ai fait de l'animation sur ordinateur, mais j'arrive pas à y trouver le même plaisir qu'en mettant les mains dans le cambouis un peu. Et surtout, j'arrive pas à réfléchir sans mes mains. Je préfère fabriquer les trucs et les filmer. J'ai essayé de me mettre à l'animation 2D. Il faudrait que je m'y mette, mais je fais 3 dessins et puis j'ai envie de tuer tout le monde dans la salle. J'en peux plus. Alors que la stop motion, ce plaisir de la matière, en fait, il est un peu automatique parce que c'est de l'animation avec de la photographie, donc on est forcément dans la texture et la matière de ce qu'on filme. Et l'animation sous caméra, je trouve ça tellement plus facile et rapide, en fait. On a en plus, avec le logiciel qu'on utilise, on a un retour direct sur ce qu'on est en train d'animer. On voit que le truc avance, quoi. Et c'est le premier exercice d'animation un peu sérieux que j'ai fait à l'ENSAD. C'était un exercice d'animation sous caméra. On devait animer un film sur une musique de notre choix. Et tout ce qu'il y avait à apprendre sur l'animation, je l'ai appris sur cet exercice et j'ai plus lâché après, quoi. Au passage, on n'a pas pourquoi. L'ENSAD a plein de défauts, mais a aussi des qualités, et notamment l'une des qualités. Et on parlait, ça y est, j'ai oublié le nom du film fait en glace. Enfin voilà, il y a plein de choses dont tu nous demandais récemment le nom, qui est fait sous glace. Enfin, c'est une des qualités, c'est ça, c'est aussi de vous faire aimer la matière, avec des gens comme François Darras, évidemment, de vous faire aimer la matière, quoi, de travailler ça. C'est François Darras qui dit, je crois, que l'ENSAD est une école d'autodidactes. Il a pas tout à fait tort. En fait, on est vraiment laissé. Alors, c'est un truc dont j'ai souffert, moi, à l'ENSAD, parce que j'arrivais d'un milieu plutôt bon élève, voilà, j'aimais bien être cadré par mes profs. Ensuite, je suis passée par Estienne, qui est un peu une extension du lycée. On a encore, il y a des mots d'absence. Si tu sèches les cours, les parents sont prévenus. Donc voilà, hyper cadré. Puis j'arrive à l'ENSAD et là, pouf, faites ce que vous voulez.
d'accord, mais du coup je sais pas ce que je vais faire, du coup je fais quoi, je fais rien. Enfin, moi ça m'a un peu déstabilisée, mais en fait j'y ai pris goût après. C'est vrai que c'est une école qui est chouette dans le sens où on nous pousse pas du tout. C'est une qualité et un défaut, parce que en termes de professionnalisation c'est pas ça, mais on nous laisse tester un peu ce qu'on veut. Moi j'ai voulu me lancer à fond dans la stop-mo et personne m'a empêché. Et voilà. Mais à l'ENSAD, en plus, toi, tu as un parcours... Vous avez une promotion un petit peu particulière quand même, parce que j'ai l'impression, parce que tu travailles encore vachement avec des gens, tout ça que tu as rencontrés, peut-être pas forcément de ta promo animation, mais des gens que tu as rencontrés là-bas. Ouais. Et c'est pas forcément évident. Enfin, les élèves de l'ENSAD, il y en a qui sortent en disant voilà, j'ai fait mon truc dans mon coin pendant 5 ans. Une fois tous les 3 ans ou 4 ans, il y a une classe un peu exceptionnelle, sinon le reste, c'est en effet. Là, toi, tu as eu un parcours aussi où effectivement vous retravaillez ensemble. Comment est-ce que ça vous a apporté des choses Vous travailliez déjà ensemble à l'école ou pas? Beaucoup de mes amis qui me sont restés de l'ENSAD venaient d'une ou deux promos au-dessus. Quelques-uns, ça a été de ma promo aussi. Je m'entendais bien avec les gens de ma promo, il n'y avait pas de souci. Mais les gens avec qui j'ai collaboré le plus depuis, c'est entre autres Rosalie Loncin, qui a travaillé sur... on a fait le calcul, elle a travaillé sur presque tous mes films depuis ma sortie de l'école, d'une manière ou d'une autre. Et elle est merveilleuse. C'était quoi ta question déjà? C'était si dès l'école vous aviez commencé à travailler ensemble, et puis aussi qu'est-ce que toi, le fait de faire partie d'un groupe, est-ce que ça t'a apporté dans tes films, ou est-ce que vous êtes quand même tous un petit peu, vous avez un groupe mais vous gardez vos univers Non, on était ensemble, on avait un groupe de fidèles qui travaillaient ensemble dans la salle. C'est beaucoup de gens qui séchaient ou qui faisaient des trucs dans leur coin. Il y avait un petit groupe un peu soudé qui restait à travailler ensemble, mais chacun dans son coin. Enfin, chacun suivait sa propre voie et ses propres trucs. Mais oui, il y avait des échanges évidemment constants sur ce qu'on faisait. J'avais plus ça à Estienne. À Estienne, c'était un groupe. J'ai étudié l'illustration à Estienne. J'ai fait un DMA là-bas. Et là, c'était Harry Potter à l'école des sorciers. Enfin, on y est tous ensemble, on découvre le dessin, on s'échange nos dessins en permanence, on se critique, on s'encourage. Il y avait une émulation. Et j'ai perdu un peu ça en arrivant à l'ENSAD. C'était un peu plus éclaté. Et puis ça s'est resserré au fur et à mesure. Au bout des 5 ans, tu crées des liens d'affinité avec des gens, et puis tu arrives à mieux discuter, à être en confiance, mais un peu moins. Mais après, oui, le groupe d'amis très proche qui m'est resté de l'ENSAD, on est en contact et on discute de notre travail, mais on travaille un peu chacun de notre côté quand même. J'allais dire, parce qu'en effet, c'est intéressant, mais moi qui ai la chance de travailler à la fois en DNMAD, maintenant les choses changent, mais voilà, et dans les écoles, ce qui est aussi bien dans une école après, c'est que justement, finalement, on se relie à des gens, non pas parce qu'on a marqué sur la peau DMA Estienne et qu'on l'a fait en même temps. Et Antoine, tu peux nous le dire aussi, tu as fait un DMA, toi, à l'ESAT. Mais que d'un seul coup aussi, c'est parce qu'on va parler avec des gens. Et toi, je sais pas, Antoine, tu pourrais dire, parce que tu as fait ça aussi à la Poudrière. Les gens avec qui on reste finalement par la suite sont des gens avec qui on a des vraies profondes affinités, pas uniquement parce qu'on a fait l'école. Alors, moi, je viens de la fac donc on n'avait pas du tout ça, nous, à la fac, on n'avait pas. Mais je trouve ça me gêne toujours. Je trouve que toi, ce que tu racontes est intéressant, parce que je sais pas, des gens du DMA d'illustration, tu peux en garder, mais peut-être, je sais pas, je trouve qu'on ne travaille pas forcément plus facilement avec ces gens-là, et que c'est plus les gens avec qui on va avoir, encore une fois, pardon de répéter, mais des affinités. D'ailleurs, et Charlotte et Antoine, tu pourras répondre après si tu veux, parce que c'est aussi ça, mais Charlotte. Après, j'ai gardé des amis d'Estienne aussi. Après, c'était j'ai gardé plus d'amis de l'ENSAD parce que on est comment dire, il y a une chrono, enfin, Estienne, c'était le tout début de mes études, et après on a tous éclaté un peu aux 4 coins de la France. Chacun a continué ses études dans des directions différentes, des lieux géographiques différents, donc on s'est un peu perdu de vue. Mais et donc je suis plus proche des amis qui me restent de l'ENSAD, mais une de mes meilleures amies est une fille qui a fait le DMA illustration à Estienne aussi. Je parlais de travailler, je me permettais pas de parler des amis. Sachez qu'un vous avez, je rentre pas dans la vie privée, je me permettrais pas. Non, c'est juste, encore une fois, cette idée d'affinité, parce que pour moi, ce qui est important, encore une fois, alors ça c'est mon côté prof qui ressent, mais c'est aussi dire souvent aux élèves, c'est vous qui faites quelque part la classe et aussi l'école dans laquelle vous êtes, et c'est pas que les profs, nous on est là tous les ans, on essaye de vous donner des choses, bien évidemment, il y a un échange, mais que c'est aussi vous, selon comment vous construisez finalement
vos classes qui allaient encore plus profiter ou moins profiter finalement de l'école. Ah bah oui, ça marche comme ça, je pense. Mais ça dépend vraiment des années. Enfin, j'ai l'impression que par rapport aux promotions qui nous ont suivis, on était un groupe beaucoup moins soudé, un peu plus éclaté que d'autres promotions qu'on suivit, qui étaient beaucoup plus ensemble et qui faisaient corps avec ou contre le corps enseignant aussi parfois. Mais non, ça dépend vraiment. Enfin, on peut pas trop prévoir l'alchimie d'un groupe. Je crois que c'est à ça que les profs sont attentifs quand ils font passer des jurys et qu'ils sélectionnent des élèves pour former une classe. Mais parfois, ça marche pas. C'est comme ça. Toi, Antoine, qui était dans une école en plus où, alors là encore plus, je pense que c'est l'école qui fait très attention parce que vous avez des petits groupes 10 à la poudrière maximum et qui font encore plus attention à cette idée de groupe. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée ? Enfin, moi, j'en ai gardé des amitiés très fortes, mais d'un point de vue artistique, le fait d'à la poudrière ne pas forcément m'être senti aligné avec la direction de l'école, on va dire ça comme ça, enfin la direction artistique que donnait l'école, a fait que artistiquement, moi, je me sens plus proche des gens de certaines personnes avec qui j'ai travaillé en DMA, qui sont pas forcément d'ailleurs, les amis hyper proches, mais avec qui j'ai plus d'affinité artistique, on va dire. Voilà. On fait une coupure, on va peut-être faire une petite coupure sur ça. Il reprend la parole. Vous avez vu comment ? Mais on a un changement. Hein, pardon, c'est un peu comme si j'étais. Putain, j'allais faire une image à la con. C'est un peu comme si j'étais Trump et toi Biden et je m'accroche au truc. Bien sûr, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? Si tu te compares non, c'est pas une bonne idée. À la pire horreur du monde. Enfin, pas la pire horreur du monde, je sais s'il y en a, mais voilà. Tu vois qu'on peut couper en direct. On revient en arrière. Antoine, à toi. On va passer à un morceau suggéré qui nous a été envoyé par Marie-Pauline, qui est un morceau de Taylor Swift qui s'appelle Coney Island et qui est en featuring avec The National. Et alors, il y a un petit texte avec aussi. Le 11 décembre dernier, la chanteuse Taylor Swift sortait son deuxième album surprise de l'année, intitulé Evermore. Comme le précédent, Folklore, qui était sorti en juillet, Evermore est produit et en partie coécrit par Aaron Dessner, l'un des membres fondateurs du groupe The National. Et là où ça devient franchement intéressant, c'est que le titre Coney Island est un duo entre Taylor Swift et le chanteur de The National, Matt Berninger. Impossible donc de ne pas écouter ce titre mélancolique à souhait, parfaitement dans l'humeur du moment, dans lequel la voix de Matt se mêle étonnamment bien à celle de la pop star. Alors dans ce laboratoire de physique, on travaille sur les formes dans la nature et donc on cherche à comprendre comment est-ce que les formes apparaissent. Pour essayer de comprendre une forme, il faut déjà arriver à la décrire et en fait c'est pas si facile. L'expérience typique, par exemple, c'est d'essayer de décrire une forme à quelqu'un au téléphone. Si je dis à cette personne un lapin, la personne se représente un lapin parce qu'elle a déjà vu un lapin. Mais si j'essaye juste de décrire la forme, si j'essaye de dire une forme allongée, de lobes pointus avec des creux, un peu plus roses à l'intérieur, sur laquelle il y a des poils. Les poils, c'est justement des formes un peu allongées, et ils sont tous parallèles. Tout ça, c'est accroché sur un arrondi, et il y a aussi un petit bout qui est un peu plus rond, où il y a aussi plein de poils, etc., etc. Si j'essaye de définir la forme sans utiliser des termes qui font déjà référence à une forme, c'est extrêmement difficile. Alors vous êtes toujours dans Bulle de rêve, c'est pas une émission scientifique, même si un peu pour cette fois-là. On vient d'entendre un extrait d'un film qui s'appelle Cherche toujours d'Étienne Chaillot et Mathias Théry, qui est un film que je crois savoir tu aimes beaucoup. C'est un de mes films préférés. Voilà, et qui est un film qui s'intéresse, qui est un documentaire qui s'intéresse à un groupe de chercheurs qui fait de la recherche fondamentale, si je dis pas de bêtises, et donc il y a un domaine de la recherche qui est extrêmement abstrait puisque c'est des gens qui cherchent des choses dont le but de leur travail n'est pas de trouver des applications à ce qu'ils cherchent en fait. Et le but c'est d'avoir une démarche qui permette derrière à d'autres chercheurs de pouvoir construire sur ce qu'ils arrivent à observer pour trouver des applications fonctionnelles à leur recherche.
Et je voulais te passer cet extrait-là parce que c'est un film que tu aimes bien et je me demandais à quel point déjà, quand est-ce que tu as rencontré ce film ? Est-ce que c'était avant de faire tous ces films avec les scientifiques ? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que c'est un film qui est marquant pour toi ? Un ancien Lensad, Étienne Chailloux ? Oui, aussi, c'est Mathias Théry. Étienne Chailloux aussi était à l'ENSAD. Il me semble qu'Étienne Chailloux était à l'ENSAD. On va regarder, mais il y en a au moins un des deux et je ne sais pas si c'est les deux ou pas. C'est un film que j'ai découvert après avoir fait mes films, après avoir commencé à faire des films scientifiques, et heureusement, parce que ça m'aurait tellement intimidée sinon. Je trouve ce film super et j'ai commencé par découvrir La vie après la mort d'Henrietta Lacks, qui est le film de diplôme de... C'est le stress qui me fait bugger. De Mathias Théry. Voilà, c'est son film de diplôme de l'ENSAD. Il a filmé son frère qui était en thèse en biologie à l'époque, qui étudiait des cellules, des cellules de souche ELA, donc pour Henrietta Lacks. Enfin, c'est toute une histoire pour expliquer d'où ça vient, mais bref. Je l'ai découvert peu après avoir fait mon film avec le chercheur à son article, et je me suis dit... Merde, c'est ce que j'ai essayé de faire avec le chercheur à son article, en fait. Heureusement que j'étais pas au courant que ce film existait, sinon j'aurais tout arrêté. Et je cherche toujours, je l'ai découvert beaucoup plus tard, quand c'était cette année, c'était pendant le confinement, il est sorti en ligne, il y a plein de documentaires qui sont sortis en ligne pendant le confinement, j'ai découvert à ce moment-là. On avait parlé, j'avais vu des extraits, mais je l'avais pas vu en entier. Et quel plaisir. Et juste, Étienne Chailloux, après, sauf dire des bêtises, c'est bien ce qui me semblait. 2003 a fait Les oreilles n'ont pas de paupières, film absolument bouleversant sur un orchestre, dans un camp de concentration, la même année que Pistache et Valérie Persson, une belle année aussi, et Tango sur Scie de Caroline Attia, donc une belle année aussi belle promo de l'ENSAD. Oui, et puis pour préciser aussi, c'est les deux réalisateurs, donc Étienne Chailloux et Mathias Théry, ont aussi fait derrière La sociologue et l'ourson et La cravate, qui ont un retentissement médiatique un peu plus important. Je me demandais, quand tu recommences un film de commande, est-ce que tu repars à zéro, ou est-ce que tu essayes de... Enfin, est-ce que t'as essayé de trouver... t'as réussi à trouver des solutions de structure que tu réutilises, ou est-ce que à chaque fois c'est une redécouverte? Parce qu'en tout cas, en termes de technique, on a l'impression que c'est une recherche nouvelle à chaque fois. Et est-ce que le fait que ça soit des idées un petit peu différentes en fait à chaque fois, est-ce que ça te pousse aussi à devoir trouver d'autres solutions de narration? J'ai l'impression que j'ai des automatismes en termes de narration qui serait bon d'analyser et de... Mais je sais que j'ai... par où commencer? Je suis toujours, en tout cas sur cette série, quand tu parles de films de commande, tu parles des films que j'ai fait avec les scientifiques, ouais, c'est ça? Oui. Donc ces trois films-là, Le chercheur à son article, le Physique et caféine et le Nobel chevelu, effectivement, il y a ces trois sujets, trois techniques différentes. Et je suis toujours à l'extrême limite de mes capacités quand je travaille avec Julien, parce que je sais que c'est l'occasion de tester de nouveaux trucs et qui va pas me faire chier, en gros. Et donc ça fait aussi partie du plaisir pour moi de faire des films et de faire de l'animation, c'est d'essayer de pas trop me répéter. Après, je sais que j'ai des automatismes en termes de narration, de montage son et de storyboardage de mes films. J'ai toujours tendance à faire en sorte que les choses se suivent fluidement. J'ai du mal à utiliser la coupe sèche pour changer entre des plans, ce qui parfois me pose problème. Je travaille sur fond noir, j'aime bien détacher les choses sur fond noir. Ça peut faire partie de mes automatismes. Après, j'ai oublié le début de ta question. Non, c'était dans la construction narrative, mais je pense que tu y as répondu. Et quand tu abordes un film, est-ce que c'est une organisation justement très carrée, ou est-ce que c'est très empirique? C'est quel type de recherche scientifique pour un film? Tu cherches à m'humilier non, pas du tout. Parce que tu sais comment je travaille. Il cherche à se rassurer, lui. Non, je suis extrêmement bordélique dans tous les aspects de ma vie, l'écriture y compris.
c'est un processus, à chaque fois c'est un processus assez anarchique et organique pour essayer de trouver la structure d'un film. Heureusement, ces 3 films là que j'ai fait avec les scientifiques, c'est des films qui reposent sur des entretiens. Je monte, je cherche une structure au sein d'entretiens que j'ai menés. Donc toute la matière est là, il n'y a plus qu'à faire du montage. C'est un travail de montage plutôt que d'écriture. C'est comme ça que je m'en sors, en vrai. Ce qui a rendu le dernier film, Le Nobel chevelu, particulièrement difficile, c'est que la matière qu'on avait avec les entretiens ne suffisait pas à structurer une trame narrative, parce que c'était des entretiens qu'on a eu avec 2 chercheurs de l'ENS de Lyon, qui ont été hyper cool avec nous. On avait 4 heures d'entretien avec eux, ils ont répondu à toutes mes questions, ils ont répété quand je comprenais pas, etc. Enfin, vraiment, ils ont été super cool, mais ça restait, ça restait 2 heures d'interview sur un sujet scientifique ultra pointu et qu'il fallait transformer en quelque chose d'intelligible et surtout ils m'ont beaucoup parlé du sujet scientifique dont parle le film, qui est la physique topologique, mais j'ai pas orienté l'interview suffisamment pour qu'ils me racontent justement la dramaturgie qu'il y a derrière l'élaboration de ce champ de recherche, et donc ça c'était à moi de le construire, et on l'a écrit à 2 avec Julien, mais c'était pour arriver à croiser les interviews des chercheurs et le fil narratif que moi je tissais. C'était nouveau pour moi, ça a été particulièrement difficile de trouver la forme qui convenait. C'est la première fois aussi que j'ai utilisé un acteur pour lire un texte que j'avais écrit au lieu d'interviewer directement Julien, parce que Julien n'était pas spécialiste de ce domaine de physique, donc il était moins à l'aise pour en parler. Enfin, de toute façon, il fallait écrire un texte, et ça, il y avait pas le naturel qu'il pouvait avoir d'habitude. Julien est super quand on l'interviewe, il parle très bien, mais sur un texte écrit, c'est pas un comédien, et je pouvais pas me permettre de lui faire répéter 5 fois les trucs. Non, dis-le plutôt comme ça, ou dis-le plutôt comme ça. Donc voilà, il a fallu écrire un texte à donner à un comédien, et c'était douloureux. Tu parles beaucoup, excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, mais je peux comprendre aussi, hein, on met beaucoup en disant oui, mais j'y arrive pas, etc. Moi, quand je vois tes films, quand même, alors tu peux évidemment, bien sûr, me contredire, j'ai l'impression quand même, et tu viens de le dire, tu as dit, j'ai pas envie de me faire chier, malgré tout d'un plaisir ludique. Parce que là, je comprends, hein, en animation, c'est bien, Nicolas l'a dit, le temps est compliqué, des fois c'est long, mais j'ai quand même, est-ce que je me plante complètement et que non, tu souffres quand même énormément, ou il y a des moments, parce que j'ai un tel plaisir, moi, à les regarder, que j'ai l'impression que derrière la personne, c'est pas fait autant plaisir, on va dire, que moi, mais en tout cas, après un plaisir de dire, ah bah tiens, comment je vais prendre des atomes, tiens, je vais les mettre ça, comment je vais faire le trou dans le donut et dans un truc pour... je sais pas. L'écriture est une souffrance, une vraie souffrance. C'est parce que c'est technique, c'est compliqué. Mais tout ce que je fais à l'écriture, je le fais de manière à me laisser un peu les mains libres et m'amuser, m'éclater sous la caméra. Là, quand je storyboard, j'essaie de storyboarder avec le moins de détails possible. À partir du moment où un truc est trop précisément storyboardé, je sais exactement ce qui va se passer dans la durée du plan. Là, je commence à m'emmerder, ça devient de l'exécution, et je m'amuse plus du tout, parce que je suis plus dans la découverte de ce qui se fait. L'animation en stop-mo, il y a aussi des petits accidents. Parfois, l'objet bouge pas exactement comme on a prévu, du coup, ça t'emmène dans une autre direction. C'est il va plutôt sauter comme ça, ou non, il va faire un détour, il va faire ceci. Et moi, c'est ça qui m'amuse énormément. En animant sous la caméra. Et juste par rapport à la question de représentation, puisque quand même il raconte une histoire, mais il y a des choses relativement abstraites. Tu dis que tu t'amuses beaucoup, mais est-ce qu'il y a beaucoup de discussions avec eux pour savoir comment représenter telle chose ou telle autre, ou est-ce que ils te laissent complètement libre et à la fin ils arrivent en se disant ça passe. J'en doute fort quand même, mais non. Alors dans le cas du Nobel chevelu, c'était une commande de ces chercheurs de l'ENS de Lyon qui eux ont été ultra cool. Ils nous ont laissé travailler avec Julien, mais c'était en interne, en discussion avec Julien, oui, on a énormément parlé du film, ad nauseam, de comment agencer, trouver des métaphores visuelles pour parler de trucs hyper techniques et hyper abstraits, et des trucs qui ont des règles en plus pour représenter un électron. Enfin, faut pas faire n'importe quoi pour pas faire de contresens. Oui, on en discute beaucoup, on échange. Moi, quand je suis bloquée, j'en parle avec lui. Et ce qui est sympa, c'est que lui aussi a une certaine sensibilité artistique. Je pars pas de zéro avec lui. Il a une culture cinéma, une culture art plastique. Et donc, on peut vraiment échanger sur ces sujets-là et trouver des solutions ensemble. C'est super. D'avoir un interlocuteur comme ça, moi, ça m'aide énormément. Parce que sinon, je marine toute seule dans mon cerveau à chercher des idées et j'y arrive pas, quoi. Et est-ce que eux, dans l'autre sens, ça les a aidés parfois, dans le sens à trouver des représentations de ce qu'ils voulaient, justement de ce qu'ils voulaient représenter, ou est-ce que
faudrait leur demander. Est-ce qu'ils font des conférences avec tes films? Est-ce que oui. Alors c'est pas ça, mais pour continuer un peu, est-ce qu'en effet ça leur permet tout le but pour eux à la physique autrement, c'est pas seulement de faire des choix de projet, mais c'est justement de créer des outils pédagogiques. Pour eux, c'est des films à visée pédagogique. Alors la chance que j'ai, c'est que avec eux, c'est qu'ils me laissent un peu le champ libre, ils me laissent faire des vrais films, mais avec toujours derrière l'idée que voilà, il y a cette visée pédagogique et qu'ils puissent eux le réutiliser quand ils font des conférences, quand ils font des expositions. Je sais que le chercheur à son article a beaucoup tourné, il a été mis sur des plateformes universitaires. C'est des outils aussi pour eux. Et tout à l'heure, quand tu parlais de la technique que tu utilisais, tu disais que tu t'évitais la 2D au maximum, etc. Moi, je me demandais, vu les sujets que tu abordes, qui sont des sujets extrêmement abstraits, est-ce que dans l'idée d'utiliser aussi la stop motion et d'utiliser justement un rapport à la matière, il y a quelque chose d'essayer de revenir au concret et d'essayer d'arriver à représenter justement quelque chose de réel à partir de quelque chose qui est complètement abstrait? Oui, moi ce que j'aime bien avec la stop-mo, c'est qu'il y a un côté tactile à l'image. Moi, le défi qui m'intéresse le plus dans ces films scientifiques que je fais, c'est d'arriver à donner une intuition sensible, effectivement, de concepts extrêmement abstraits, extrêmement abscons. Je trouve le contraste avec l'utilisation de la stop-mo, je trouve, est assez cool. Je sais pas si ça répond à cette question. Et pardon Antoine, mais parce que c'est une question que j'aurais posée après, c'est une thématique, ce que Nicolas condamnant au commencement était la mer, c'est aussi voir les choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est quand même une thématique qui traverse ta jeune œuvre pour l'instant, mais ton œuvre, c'est ça, c'est d'un seul coup. Et on en reparlera peut-être après, parce que le banc-titre, et moi évidemment quand je vois au commencement de la mer, le banc-titre, je pense forcément à Norstein et forcément à une plongée. Non mais c'est encore un peu très bon, mais il y a quand même cette idée de voir, c'est ce qui est fabuleux dans le banc-titre, c'est ce que fait Norstein par exemple, de voir au-delà finalement des apparences, d'aller plus loin même dans une espèce de profondeur qui, je trouve, dans ce moment de commencement était la mer, notamment de trucs où on a cette vision comme ça en horizontale, c'est ça, où on voit, il y a vraiment cette idée, je trouve, de, en effet, voir les choses, enfin, essayer de montrer les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et dans l'humain scientifique, c'est la même chose, quoi. Ce qu'on nous parle de plein de choses, mais on les voit pas vraiment. Je suis d'accord. Non, ce qui est un truc marrant, c'est que c'est la question de la représentation de concepts. Je travaille avec des physiciens qui sont spécialisés dans la physique des particules, et donc c'est une vraie question pour eux aussi. Comment représenter, ne serait-ce que dans des manuels pédagogiques, représenter l'atome. Quand j'ai appris l'atome au lycée, on en était encore au modèle orbital avec les électrons qui tournent autour de noyaux comme une planète, et ça fait 20 ans que cette vision est complètement périmée, et pourtant les manuels scolaires sont pas mis à jour. C'est une vraie question. Comment tu te représentes mentalement les choses qu'on essaie de t'expliquer? Ça change ta vision du monde. Mais après, voilà, le modèle à jour de l'atome est tellement complexe à expliquer, tellement abstrait que c'est compliqué. C'est compliqué. Comme disait Nicolas tout à l'heure, on se rend compte encore plus aujourd'hui, on a tellement besoin de la recherche qu'on a besoin, quelque part, nous, qu'on ne comprend pas forcément tout ça, qu'on nous l'explique pour qu'on comprenne, en effet, comme tu disais, Nicolas, à quel point c'est important de continuer à soutenir. Moi, je veux souligner un truc important, c'est que les films que je fais, sont pas... moi, je suis pas physicienne et j'ai pas une compréhension profonde des principes physiques qui sont évoqués dans mes films. C'est toujours... l'objectif, c'est de donner une intuition, mais la compréhension profonde des choses demande de bouffer de la littérature scientifique et de faire des études de physique, en gros. Et c'est important pour d'ailleurs de t'avoir, toi qui connais pas forcément ça, et d'un seul coup de te voir avec des grands yeux en disant qu'est-ce que vous êtes en train de dire, et que le scientifique en fait ce qu'on a l'habitude de parler entre nous. Ah oui, non, faut peut-être qu'on explique ça aussi. Et... moi j'ai toujours eu la chance de tomber sur des gens hyper patients et cool qui hésitaient, qui se formalisaient pas si je demandais qu'ils répètent ou qu'ils expliquent mieux, et je suis tombée aussi sur des pédagogues vraiment Julien et Frédéric, c'est leur spécialité, ils sont très forts pour ça. Quand Julien m'explique un truc, j'ai l'impression de tout comprendre, alors qu'en fait je comprends qu'en surface, je comprends les principes, mais il le simplifie sans sacrifier, sans faire de contresens ou sans faire de j'ai l'impression de comprendre des trucs hyper compliqués, alors qu'en fait
You don't know anything, Jon Snow. Et regardez-les d'ailleurs Parce parce que eux, en plus, c'est leur, c'est aussi leur champ de recherche, Oui. la transmission justement. Exactement, ouais. et profitez-en juste, pour le redire, hein, vous allez être plus intelligent. Moi j'ai revu encore tout à l'heure et à chaque fois vous dites, même si on comprend pas tout, on se fait ah ouais, c'était ça donc. Et après on n'est pas sûr d'avoir tout compris, mais en tout cas on a l'air d'être. Non, on a l'impression d'être plus intelligent. Super agréable. On va marquer une petite pause. Alors, avec un morceau qu'Alexis va nous présenter. Peut-être. D'accord, on va lancer le prochain morceau. Non, je peux juste vous dire qu'il s'agit de Zeal & Ardor et je vous en parlerai un tout petit peu après. Écoutez d'abord, qui est sur leur dernier album, Wake of a Nation. Et c'est le titre qu'on écoute maintenant, Nicolas. Merci. Non, c'est moi qui reprends l'antenne directement. On parle, évidemment, comme vous le savez, on parle beaucoup. Donc, Zeal & Ardor, je voulais vous présenter, en effet... le temps aussi chez Nicolas est différent, comme il me dit mais t'en as déjà passé il y a pas longtemps, il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, ce qui est long, 1 ou 2 ans quand même. Non, surtout Zeal & Ardor, nous encore un groupe suisse décidément aujourd'hui, avec, quand je dis qu'il y avait une scène métal assez importante, qui a sorti son nouvel album qui s'appelle Wake of a Nation, qui est le titre qu'on vient d'entendre avec donc 10, je suis désolé, moi j'ai pas fait latin, je fais grec, donc jour de colère en tout cas en latin, voilà, qui est dit souvent, et c'est un groupe qui donc notamment a sorti cet album avec suite à la mort notamment de George Floyd, la pochette est absolument très intéressante, la pochette de l'album, puisque ce sont 2 bâtons de policiers, vous savez, là, les bâtons qu'ils utilisent pour frapper les gens, et voilà, et donc pour les tuer malheureusement, comme je le montre voilà aux gens qui sont dans le studio, et comme mais une croix chrétienne mais à l'envers, qui représentait, donc il y a quelque chose d'assez fort, surtout qui donc c'est un groupe qui parle beaucoup d'esclavagisme, qui parle beaucoup de ce qui a pu être fait, un groupe très politique, et on a tout dans le métal, mais je trouvais intéressant de montrer. Et puis Wake of a Nation, ça veut dire le réveil d'une nation, et c'est quand même ce qu'on espère depuis un bout de temps. La dernière mission, on l'a fait, notamment ce gouvernement, c'est pas le premier et le seul à avoir fait ça, mais qui se fout quand même régulièrement de notre gueule, avec encore cette date maintenant du 20 janvier où tout est annulé, et qu'on le sait bien, enfin je suis pas le premier à le dire, mais quand on voit en effet les images de la Miss France dans je sais plus quel supermarché, des dizaines de personnes agglutinées les uns et les autres pour prendre des photos, alors qu'on peut pas aller au cinéma ou dans les salles de théâtre, il y a un moment donné où je crois qu'il faut arrêter quand même aussi de se foutre de notre gueule. C'est vraiment pas, enfin là c'est vraiment pas sérieux, et comme tu disais hors antenne Antoine, mais je vais dire c'était qu'on nous donne, en plus qu'on ose nous donner des dates, et on a l'impression qu'on on dit mais le 20 janvier vous verrez, puis le 20 janvier évidemment c'est très bien qu'on va nous dire et derrière on parlait du temps. Alors là vraiment c'est pour moi, je parle aux gens qui ont des salles de cinéma, évidemment tous les gens du spectacle, mais sans de cinéma, c'est des programmations, faut prendre du temps, on va dire on va prendre tel film, on fait et puis d'un seul coup on lui dit non, finalement ça sera dans 15 jours, on refait la programmation, on refait, et c'est c'est pas un peu, c'est beaucoup là aujourd'hui, se foutre de la gueule du monde. Et après c'est moi qui continue, c'est ça? Non, c'était... Ah bon, si... Je pensais que je faisais ma chronique. Ah si, tu veux. Ah, je fais ma chronique, je fais rapidement. Non, alors en fait, je vous avoue, parce que les gens qui sont dans le... Alors voilà, Charlotte disait qu'elle était bordélique, moi j'ai 2 cahiers avec plein de petits trucs à droite à gauche. Je voulais écrire une chronique. En fait, je voulais écrire une belle chronique, un peu à la Francis Gavel, vous savez, avec ses beaux mots, etc. Et en fait, j'ai pas eu le temps, parce qu'on est en pleine période de correction qui deviennent d'ailleurs assez ridicules. Je pense que peut-être qu'on arrive à la fin des notes, parce que je sais pas, pour vous qui êtes prof aussi, mais moi maintenant, il faut que je note donc A, B, C, D, E, F. Et j'ai compris que le A correspondait de 20 à 16. En tout cas, pour moi, dans le truc. Et c'est assez génial. Le A, donc c'est 20 à 16, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus tellement de trucs. Quelqu'un peut faire un très bon devoir. Donc après, B, c'est 15 seulement. Et après, C, c'est... Oui, non, et C, c'est 14 à 12. Et il y a un tableau de correspondance où on fait juste... Ok, donc ça sert à rien même de noter autant. Donc en fait, on fait quasiment que D ou DB ou F quand la personne n'a pas rendu. Et puis voilà, c'est assez ridicule. Moi, j'avais fait tous mes petits topans en disant ça va forcément faire. Je voulais mettre des A+, comme j'étais au Canada faire mes études. Il y avait des A+, des A-. Là, non. On a A, B, C, D, E, F. Bienvenue, voilà. Alors, encore une fois, ça peut être la fin des notes, ça pourrait être pas mal, mais voilà. Non, je voulais commencer en disant, vous avez vu à quel point l'être humain aime les chiffres et aime les nombres. On adore ça. Alors moi, j'aime ça aussi. Moi, j'adore ça. J'aime bien, je sais pas, ça m'amuse beaucoup de
d'additionner, j'ai noté les plaques d'immatriculation. Quand je vois des plaques d'immatriculation, j'additionne les numéros. Ou alors de soustraire les numéros de bus qui, comme par hasard, se croisent au moment où je passe dans la rue. De soustraire ou diviser les dates de naissance. Je crois que j'aime le côté abstrait des nombres et des chiffres. J'aime bien que d'un seul coup, ça m'amène vers autre chose. Mais les gens qui aiment bien le côté un peu plus... il faut que ça raconte des choses. Donc, cette semaine, janvier oblige, on a eu droit à plein de choses. On a eu droit aux 96 films pour les Oscars sur Cartoon Brew. Un truc un peu ridicule, puisque c'est des choses qu'on sait tout au long de l'année, puisque les gens qui obtiennent des prix dans des festivals savent qu'ils sont aux Oscars. Mais 96, qui nous permet en plus, nous, de faire un cocorico, parce qu'on aime bien faire des cocoricos comme tous les pays. Hein. On est nationaliste, on ne l'est pas, que diable. Unifrance a sorti 18 courts éligibles français aux Oscars, oui. Moins bien que les 23 de l'année dernière quand même, mais... Enfin voilà. Les 20 réalisatrices émergentes pour Zippy Frames. Alors là, on est dans du délire total. Je pense qu'on n'aurait jamais dit ça, et je suis désolé, de réalisateurs. On n'a pas dit les 20 réalisateurs émergents. Sauf que là, comme à juste titre, il faut encore pousser les réalisatrices et montrer que les femmes doivent être encore mieux produites. Mais voilà, on a dans la liste, alors vous la connaissez aussi, on a Florentine Grelier qui est là depuis à peu près presque une quinzaine d'années. Alors c'est vrai que si pour une femme, c'est vrai que c'est difficile, hein, émerger, ça prend 15 ans, on sait que c'est dur, mais quand même, cette liste est encore une fois un petit peu ridicule. Et je parle de Florentine Grelier parce que vous la connaissez, mais il y en a d'autres dans la liste qui, je pense, des gens qui regardons régulièrement, et on en reparlera. Je sais qu'on a de beaux spécimens ici, d'anciens étudiantes qui regardent beaucoup d'animation, donc voilà, on suit Nicolas, on suit aussi depuis longtemps. Et on a eu la plus belle liste du monde, j'adore ces listes-là, pour les 25 ans d'un festival. On a eu les 50 meilleurs longs métrages. On ne sait pas d'où ça vient. De ces 25 dernières années. Alors, merci beaucoup de ces 25 dernières années. Comme par hasard, un Miyazaki est en tête. Oh, il vient d'avoir 80 ans. C'était sûrement pour lui fêter son anniversaire. Ils ont quand même dit qu'ils avaient demandé à une quinzaine de sélectionneurs de festivals. Alors voilà, donc c'est par 22 jurés. On ne sait pas pourquoi ils auraient pu en prendre 25 tant qu'à faire, parce que c'est leurs 25 ans. Ils auraient pu prendre, ces 22 jurés, alors que ça va de Marcel Jean à Xavier Caotopor en France, à Igor Prassel, enfin là-bas. Il y a quand même quelques femmes. Il y a évidemment aucun, puisqu'on est dans la diversité, absolument aucun représentant du continent africain, par exemple, qui aurait pu être intéressant. C'est nouveau, mais quand même, c'est intéressant. Pas non plus de Nobuaki Doi, par exemple, au Japon, qui est quand même quelqu'un qui a un festival, etc. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ait ça. Et puis, on va arrêter, non ? C'est comme si celui qui gagne, c'est Théodore Huchev. Alors, le mec, il vient à peine de sortir un film qui fait 25 minutes, qui a tous les prix. C'est comme les Olympiades de l'animation en 1980, qui avait été fait, 81, au moment... c'est Norstein qui avait emporté. Le mec, il venait de sortir Le Hérisson dans le brouillard. Vous imaginez, moi, j'étais un peu né, mais Le Hérisson dans le brouillard sort forcément. Le mec, il est numéro 1 dans tous les tops parce que on est tous émerveillés, on en a parlé par Hérisson dans le brouillard. Faut arrêter un petit peu. J'imagine que Marcel Jean a peut-être dit Théodore Huchev ou Marc Deblois. Mais les mecs, ils les connaissent. C'est un peu comme dire je t'aime à quelqu'un, mais devant tout le monde. C'est comme les émissions télé-réalité où il faut qu'on dise à tout le monde je l'aime beaucoup. J'adore Théodore Huchev, c'est évidemment un immense réalisateur. Est-ce qu'il a besoin, forcément, encore une fois, d'avoir un top où on est sur les 25 ? En plus, c'est un peu décevant parce qu'on met les longs métrages en avant, on met les réalisateurs de courts. Après, il y a 6 talents émergents. Pareil, encore une fois, on ne sait pas d'où ils viennent. Je trouve qu'il y a vraiment une futilité des classements et qu'il faudrait un petit peu arrêter. Quelqu'un que j'adore, mais qui participe à ce genre de liste. Et est-ce que moi je le ferais pas d'ailleurs ? C'est une bonne question. Vous pourrez me taper sur les doigts si je le faisais. Chris Robinson, à chaque fois participe, donc directeur artistique du Festival d'Ottawa, qui est un vrai personnage comme on en a peu dans l'anime, ou même Igor Prassel, qui râle tout le temps. Et à chaque fois participe à cette liste et râle après en disant mais c'est n'importe quoi, de toute façon cette liste on sait bien, le court-métrage c'est la chose la plus importante, je sais pas pourquoi on parle de long-métrage avant tout, c'est avant tout le court-métrage, etc. Arrêtons s'il vous plaît, on est en janvier 2020, on veut un monde, c'est pas grand chose que je demande, arrêtons juste de vouloir lister les choses, de vouloir dire que les gens sont meilleurs que d'autres, tout ça ne sert à rien, faisons des listes sans dire le numéro 1 en disant regardez les films de Théodore Huchev, regardez les films de Charlotte Arène, regardez les films de Florentine Grelier, d'Antoine Bieber, même des gens que je connais pas, ou regardez évidemment Regina Pessoa, Koji Yamamura, ce qu'on essaye très modestement de faire dans les avis qu'on vous donne de temps à autre. Pour moi, c'est important parce que, encore une fois, cette idée de classer devient inquiétant aussi par rapport aux écoles et je pense qu'un jour on y reviendra avec cette, pour moi, fin de French Touch qu'on a depuis quelques années, où aujourd'hui les écoles, notamment françaises, ne nous proposent plus cette originalité qu'il y avait à une époque. Il y a du talent
considérable, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais il y a plus cette petite flamme, il y a ce petit truc où vous regardiez tous les films de la poudrière en disant qu'est-ce qu'il va y avoir comme dernière petite merveille. Alors l'Ensad, c'est tellement en dents de scie que de toute façon on sait jamais. Donc ça au moins c'est bien. Mais il y a plus ça, et je pense que ça fait mal aussi aux élèves. Moi aujourd'hui, la plupart de mes élèves veulent devenir réalisateurs, réalisatrices. Alors qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas. Ils disaient moi je veux devenir technicien, puis on sait jamais. Et aujourd'hui ils veulent tout ça, et je pense que c'est top, le fait d'avoir des gens se dire ben voilà, moi je peux être numéro 1, je peux être numéro 2, le fait d'avoir des millions de vues, le truc à la compte Vimeo, Staffpeak, etc., ça fait vraiment du mal, je trouve, à l'art, et c'est pas une bonne chose. Donc voilà, c'était un petit peu je sais bien que ça ne se passera pas, hein. Ça, c'est parmi ces vœux qui ne se feront jamais, mais je trouve que voilà, arrêtons tous ces classements, tous ces tops qui finalement servent pas à grand chose. T'as fait une chronique, Alexis? J'ai fait ouais, complètement improvisé quand même, donc c'est un peu peut-être, j'espère que j'ai pas été trop compréhensible. J'espère que j'étais compréhensible plutôt. On va passer ton morceau, est-ce que tu veux en parler avant ou après? Après. Après, on va passer le prochain morceau, donc Fiona Apple. Donc on vient d'écouter Fiona Apple, le morceau c'est Shamika. Ouais. J'ai assez honte de dire que je connaissais pas du tout le travail de Fiona Apple jusqu'à cette année. C'est bien, on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Et elle a sorti un album au début, au milieu du premier confinement là. C'était le premier album depuis très longtemps qu'elle sortait. Du coup, ça fait beaucoup de bruit, et c'est comme ça que j'ai découvert. Et je suis tombée amoureuse. Voilà, j'ai écouté ce morceau et le deuxième de l'album, et je sautais toujours vers celui-là en premier pour l'écouter. C'était le début de la playlist du matin. C'est un truc qui me donne la pêche. Voilà. Comment est-ce que t'es une des personnes dans mon entourage, en tout cas, qui fait de l'animation, mais qui est aussi passionnée, enfin cinéphile, mais à chercher et surtout à partager sa passion pour le cinéma et pour d'autres formes d'art aussi. Et comment est-ce que tu vis le moment là, le fait de pas aller au cinéma, le fait de... c'est triste. C'est triste, et en même temps si ça me manque énormément de pas aller au cinéma, mais je me suis rendu compte en étudiant le questionnaire que vous m'avez envoyé et tout, en réfléchissant aux réponses que j'avais données, que je regarde beaucoup plus de courts-métrages que de longs-métrages, et les courts-métrages se trouvent sur internet. Et au contraire, il y a eu un foisonnement depuis le début de l'année. Là, il y a un foisonnement de mise en ligne de courts-métrages, de mise en accès libre. J'en ai jamais autant regardé, quoi. Donc c'est un paradoxe bizarre. Pardon, ce que disait Antoine est assez passionnant, parce que c'est des discussions qu'on a souvent. Pourquoi il y a peu de gens, finalement, pour moi en tout cas, j'ai l'impression, en animation, qui s'intéressent réellement à regarder, à découvrir. Et c'est vrai que toi, quand on regarde, et notamment sur Facebook, on sent, c'est pour ça que je parlais de côté ludique quand même, on sent le plaisir quand on va t'offrir un truc qui va te permettre d'animer, ou quand on va, etc., ou quand tu vas découvrir un film, ou quand tu vas redécouvrir un film. On sent ce plaisir-là, c'est quoi? Parce que ça vient pas l'Ensad, il y a ça, mais ça vient pas vraiment de l'Ensad, vous avez pas vraiment de cours ou de choses comme ça. Non, pardon, non, mais d'histoire du cinéma. Vous aviez Georges Sifianos. On avait Georges Sifianos, on avait Paul Stuhlmann, on avait Benjamin Delmotte, François Darras nous montrait des films aussi. Vraiment, je dois énormément de la base de ma culture cinématographique à l'Ensad. Donc c'est plutôt des partages à l'Ensad que réellement un cours. Il y avait il y a souvent des partages chez ça de Sébastien profs. Odenmack nous montrait des films aussi. Je crois que le premier cours de Sébastien Odenmack qu'on a eu à l'Ensad, ça devait être jour 2 à l'Ensad. On débarque, pof, on nous montre Furniture Poetry de Paul Bush, Canon de McLaren. Et il y a ça aussi en anime. Moi, j'avais ma petite culture en anime avant de débarquer, mais alors qu'est-ce qui fait, que tu gardes ça et pourquoi toi, par exemple, tu l'as gardé, et on va pas citer de nom, de toute façon j'en connais pas, mais d'autres personnes vont un peu moins vont abandonner ça, vont plutôt aller vers l'illustration. Et pourquoi tu as ce plaisir? Je sais que c'est une question difficile à répondre, non, mais c'est quoi ce plaisir? C'est important pour toi d'un seul coup de découvrir des nouvelles, comme là tu viens de nous parler de Fiona Apple, un nouveau réalisateur, une nouvelle réalisatrice, une nouvelle technique, quelque chose. Il y a quelque chose de... C'est difficile pour moi de répondre à cette question, parce que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très curieux, au contraire de plein d'autres gens dans mon entourage, de toi, Antoine. Je surfe énormément sur Internet, parce que je procrastine beaucoup. Et donc la procrastination est un moteur de découverte, peut-être. Mais
et aussi, j'ai des obsessions comme tout le monde dans ma pratique plastique, des trucs qui m'intéressent, et je vais aller surfer de page Wikipédia en page Wikipédia, découvrir un nom de scientifique qui me mène à un nom de créateur, à un autre truc, des connexions qui se font comme ça de manière un peu holistique. Mais j'ai pas, je me force pas, c'est pas une discipline. C'est quand même une procrastination qui est très différente. Merci Antoine. Que de regarder des conneries sur YouTube ou des choses. Mais je fais ça aussi, bien évidemment. Oui, non, mais c'est juste qu'il y a, il y a quand même, encore une fois, en procrastinant, on pourrait faire des choses un peu, on pourrait être moins dans la recherche. Il y a un truc d'intérêt aussi. Pour son propre médium, moi c'est quelque chose qui me sidère, j'avoue, un petit peu autour de moi, parce que je connais quand même pas mal de gens qui font de l'animation, qui s'intéressent pas forcément à ce qui se fait en ce moment. Toi, j'ai l'impression que t'essayes de suivre, et quand il y a quelque chose qui sort, je te vois souvent en parler ou le relayer, ou il y a est-ce que c'est parce que ça nourrit ton travail, ou c'est juste une curiosité ça nourrit mon travail un peu par défaut, évidemment, parce que j'ingère tout ce que je vois sur Internet, et ça ressort d'une manière ou d'une autre. Mais c'est marrant que tu dises ça, que je suis curieuse ou que je me tiens au courant des choses, que j'ai pas du tout l'impression de ça. Je vous entendais discuter pendant la pause musicale de festivals, de sorties, de top list, etc. Et je suis pas au courant de ça du tout, par exemple. J'ai au contraire l'impression de peu et mal connaître le milieu de l'animation. Je travaille seule, et mes discussions de cinéma restent un peu cantonnées à mon groupe d'amis. Donc c'est bizarre, c'est marrant. Peut-être que tu t'exprimes un peu plus que ça, mais j'espère qu'on fera une émission, on en reparlera. Ouais. Juste parce que j'ai lu la prochaine question. Et en fait, je suis content parce que je vais laisser Antoine évidemment la lire parce que je parle beaucoup. Voilà. C'est exactement... Non, c'était celle-là. Celle-là, je la trouve, c'est absolument parfaite. Mais tu vas la dire mieux que moi. Et c'est plus tard, non? Non. C'est maintenant? Non, parce que je trouve que c'est intéressant par rapport, sans vouloir le faire, mais parce que je trouve ça intéressant comme question. Parce par rapport aux références. Donc la question c'était, tu as fait beaucoup de films de commande et de vulgarisation, et maintenant tu es plutôt identifié pour ça. Ouais. Et je me demandais si est-ce que tu as le sentiment parfois d'être un peu prisonnière de cette image-là, ou est-ce que ça va pour faire autre chose, parce que là en ce moment, encore une fois, tu poses des essais en ce moment pour un film a priori abstrait. Je sais pas s'il le sera complètement. Tu nous en parleras peut-être un tout petit peu tout à l'heure ou là maintenant. Maintenant, comme il est. Oui. Tu parles de mes petits carrés. Oui. Alors, je tiens un carnet depuis octobre 2019, un carnet quadrillé que j'ai avec moi là d'ailleurs, que je remplis dans des trains ou quand j'attends des trucs ou quand j'ai envie de procrastiner justement. C'est des exercices de patience et de géométrie. Je subdivise et quadrille des cases déjà quadrillées, je les remplis, je fais des motifs en noir et blanc. Je suis passée à la couleur récemment, j'ai récupéré un stock de feutres chez mes parents et c'est la fête, je teste plein de trucs, des trames colorées, des choses. Et c'est la première fois que je fais un projet sans pression, sans attente. J'ai l'impression d'avancer clairement, de découvrir de nouvelles choses. Il y a un truc qui se construit, mais qui se construit doucement, et je sais pas quand ça va s'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter, et donc il y a pas de projet il y a pas de projet de film. Je me doute que ça va se terminer par un projet de film, mais pour l'instant il y a rien de prévu. Et par rapport à ce truc justement d'identification, est-ce que toi, tu as envie d'en sortir justement de cette identification au film scientifique, et puis aussi, est-ce que tu en as un peu fait le tour, ou pas forcément, mais tu veux voir d'autres choses? Je pense que j'ai clairement envie pas d'arrêter de faire des films de commande, parce que c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette image un peu... tu es réalisateur mais tu fais des films de commande, c'est pas aussi bien que des films d'auteur quand même. Ça je l'ai pas mal j'ai eu cette impression là de discussion que j'ai eu avec diverses personnes, et je me disais merde, peut-être que je fais du sous au cinéma parce que je fais de la commande, et en fait pas forcément, et pas du tout. Même tout ce que j'ai appris sur le cinéma pour l'instant je l'ai appris en faisant mes projets qui sont des projets de commande. Après il y a commande et commande. Les films que je fais avec Julien Bobroff,
pas du tout la même chose qu'une commande de TED-Ed. Je suis en train de terminer une commande pour TED-Ed là, et c'est chouette, mais c'est pas du tout, j'y mets pas du tout la même énergie et la même innovation que je peux faire avec les films avec la physique autrement, par exemple. Pardon, je vais aller plus loin, je peux me permettre, je suis plus vieux qu'Antoine. Et je vais aller plus loin. Non mais, alors évidemment c'est ce que tu dis, je le comprends, mais c'est vrai parce que justement, je pense que tu amènes au contraire le travail de commande vers autre chose. Donc c'est intéressant. Non, je pense que je crois comprendre que la pression est difficile. Enfin voilà, donc je veux pas te mettre de pression. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vois l'un des derniers travaux qui est la mer à boire, par exemple, où d'un seul coup, on tombe dans quelque chose de complètement différent avec du silence, où on est sur autre chose, qui me rappelle encore une fois ce moment. Je veux pas revenir de contemplation dans le commencement était la mer. C'est plutôt que de savoir si toi, tu as peur de te laisser piéger, c'est plutôt que nous. Enfin, je pense, en tant que spectateur, on peut ressentir autre chose, d'autres envies ou d'autres possibilités, et que comme toujours, on a envie de voir ça. Et que moi, c'est plutôt ça, c'est me dire, même peut-être des expérimentations. Enfin, La mer à boire, pour moi, est l'un de tes meilleurs films, et pourtant, c'est fait en très peu de temps. Ouais, c'est paradoxal. Enfin, paradoxal, non, je sais pas. C'est un film qui a été fait sous une impulsion d'un groupe d'amis qui animait un théâtre à Montreuil, et pour clôturer la saison, ils ont proposé, ok, on a un mois, faisons chacun, on est un groupe d'amis réalisateurs, Antoine t'étais parmi nous, faisons chacun un film, on a un mois, et là, fin décembre, on fait une projection dans le hall du théâtre, voilà, pour clôturer la saison. Et le mois s'est transformé en 3 semaines, puis en 2 semaines, puis en 1 semaine et demie. On a un moment, oh merde, il faut faire un film. et j'avais cette idée de... J'ai beaucoup touché à la pixelation dans mon travail. J'ai animé les mains des physiciens dans Physique et Caféine, etc. Enfin, je me suis animée, moi, pour des tests perso, etc. C'est un truc que j'aime bien faire. Donc j'avais cette idée de faire un film en pixelation avec ce mouvement de va-et-vient à travers mon appartement. Et l'idée de départ, c'était parti de... J'étais en train de terminer un film de commande, justement, et je passais tout mon temps devant mon ordinateur, dans mon appart, seul, j'en pouvais plus, et j'avais cette idée d'un mouvement de va-et-vient, de me cogner contre la porte, pour si j'essayais de sortir d'une manière un peu stupide. Et ce mouvement de va-et-vient, voilà, j'avais gardé cette idée-là, et l'idée du son de la mer, sea surf en anglais, le ressac, cette idée de son de ressac est arrivée. Je me suis dit, ça va ensemble, et tout, et du coup ça s'est transformé, et l'idée, voilà, s'est cristallisée au moment de se dire, putain, il faut faire un film en 2 semaines, qu'est-ce que je vais faire, et ça s'est fait comme ça. Et ça, c'est super, parce que je pense qu'aussi c'est l'un des... je pense que tu l'as pas mis en ligne parce que la musique, t'avais pas les droits, mais c'est l'un des films plus intéressants aussi d'Antoine de ces dernières années. Et je trouve que justement, vous faites des films qui sont à la fois touchants, c'est-à-dire aussi des choses très personnelles, parce que non, vous n'avez pas le temps, et pas passer par ce moment d'écriture si complexe que dont on parlait. Donc vous faites des films qui sont touchants, et qui finalement aussi sont dans la pure énergie du moment, et c'est souvent ce qui nous manque en animation. C'était révélateur comme expérience. J'avais pas fait ça depuis les exercices à l'ENSAD. Et l'exercice à l'ENSAD, tu as des contraintes, un temps limité. Enfin, tu fais ça pour l'école, donc c'est pas un pur plaisir pour toi. Et là, cette expérience de film, c'était un pur plaisir pour moi. Enfin, un pur plaisir. Non, en plus c'était une technique pas facile. Donc je me suis fait mal au dos en le faisant. Enfin, c'était physique, c'était chiant. J'avais envie d'arrêter, mais non, c'était une super expérience, très positive, et ça m'a donné envie d'en faire d'autres, d'en faire plus. Mais comme toujours, le nerf de la guerre, c'est le temps et l'argent. J'ai besoin de gagner ma vie, et j'ai pas tout le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai du mal à croire que Charlotte Arène, qui marche plutôt pas trop mal, enfin, qu'il y a des films qui marchent pas trop mal, il n'y a pas des prods qui sont venus te voir pour te dire, vous auriez pas un projet, s'il vous plaît? Et un prod, ça peut avoir un peu d'argent et te permettre justement de faire quelque chose. Si, au début de l'année 2020, janvier 2020, il y a un an, jour pour jour, j'ai été contactée par Marc Faye de Novanima, qui m'a dit qu'il voulait lancer des résidences d'écriture à Novanima, et qui voulait me rencontrer et me demander si j'avais pas des projets. Donc j'ai paniqué, je me suis dit merde, est-ce que j'ai des projets? Vite, oui, j'ai des idées, j'ai noté 3 idées de projets, je suis allée le voir, on a discuté, et il en a choisi un, et il a dit ok, si t'as envie de faire ce film, moi j'ai envie de travailler avec toi. Et on a été j'ai commencé à réfléchir au projet, on a rediscuté plusieurs fois, j'ai entamé ma résidence d'écriture en mars 2020, j'ai fait 1 semaine et demie, et on a été interrompu par le confinement, et
enfin, comme beaucoup de gens, moi j'ai été un peu bouleversée par ça. Voilà, enfin, ça a tout un peu chamboulé et j'ai pris des travaux de commande pour assurer les arrières et j'ai un peu mis ça de côté. Mais là, je suis en train d'y revenir et si tout se passe bien, je reprends la résidence d'écriture en février. Voilà. C'est juste, je trouve ça étonnant que tu dises que il y avait que pour la mer à boire, il y avait un plaisir du temps court de fabrication, parce que moi j'ai quand même l'impression, enfin t'es une réalisatrice qui est hyper prolifique, enfin t'en es à une dizaine de films, je sais plus quand t'es sortie d'école, mais il y a un bon rythme quand même. On n'aura pas le temps de parler de la moitié des choses. Il y a notre projet là sur internet que tu nous avais envoyé, BD. Oui, il y avait. J'ai oublié le nom, pardon. Oui, c'était une autre série de petites vidéos. Atome Lumière. Oui, Atome Lumière Matière. On n'aura pas le temps de parler de tout, mais il y a plein de choses. C'est des commandes, quoi. Enfin, j'ai eu énormément de chance, c'est-à-dire que j'ai pas cherché de boulot depuis ma sortie de l'école. En fait, le chercheur à son article m'a attiré tous les boulots qui sont venus après. Là, ça commence seulement à se tarir un peu. Enfin, déjà parce que je commence à coûter de plus en plus cher à Julien et qu'il peut pas faire un film par an avec moi, c'est pas possible. Mais ouais, non, j'ai eu beaucoup de chance. Effectivement, j'ai pu arrêter. Alors après, ça vient avec un prix. Je commence à peine à réguler un peu ma relation au travail. J'ai quasiment aucun souvenir de l'hiver 2017 au printemps 2018 parce que j'ai blackout de travail. Enfin, j'ai failli faire un burn-out. À un moment, j'étais sur 4 projets en même temps. Parce que j'ai du mal à dire non aux choses qu'on me propose. Donc voilà, je termine par me mettre dans des situations pas cool. Mais là, depuis 2019, je ne travaille que sur un truc à la fois. Depuis début 2019 et ça va mieux. D'où le court-métrage produit, tu verras, et tu travailleras que là-dessus, et en plus tu auras de l'argent. Et je suis persuadé que tu auras cyclique avec un problème. Il n'y a aucune raison. On va faire une petite coupure. On va faire une petite coupure avec le prochain morceau. C'est Nicolas, tu veux en parler avant ? On peut en parler avant, ouais. Avant, vas-y. Alors, c'est un morceau qui est assez court, qui s'appelle No Face, d'une chanteuse qui s'appelle, alors, je ne sais même pas comment on prononce son nom, et j'aimerais encore moins l'écrire, Hailey Hendrix, je crois, quelque chose comme ça. Hailey Hendrix, Voilà, donc c'est bon. Qui est une jeune chanteuse de Portland, et qui a sorti un premier album il y a 2 ans, et en fait, ce morceau, c'est celui qui ouvre son album, c'est une chanteuse folk. Avec une voix absolument magnifique. Ouais, donc voilà. Je l'adore. D'abord, on écoute. Juste au moment où on reprenait, j'allais dire, je te prends et je te lance. Donc c'est toujours Bulle de Rêve sur, bien évidemment, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et l'idée, si vous vous souvenez, chers auditeurs, auditrices, il y a quelques années, je crois 2 ans, mais le temps passe vite. Oui, mais le temps, tu sais ce que c'est, tu verras. Tu es encore jeune. Pardon. J'ai revu les Star Wars, donc des fois je fais des trucs comme ça, la Yoda. Plus tard, verra, tu vois. Enfin bon, pardon. J'avais lancé l'idée d'un questionnaire parce que je trouvais ça intéressant on parle beaucoup d'animation et d'un seul coup que notre invité puisse nous parler d'autre chose que d'animation. Donc l'idée, avec Charlotte, c'est de relancer ce questionnaire et je vais laisser la parole à Antoine. Et je vais te donner les thèmes et tu nous dis. Donc un morceau de musique. C'était impossible de choisir. Moi, je fonctionne pas trop par album ni par artiste. Je fonctionne par playlist. C'est un peu tout mélangé. Donc, en ce moment, j'écoute beaucoup de rap, beaucoup de rap. Donc, ce serait sans doute un morceau de rap. Voilà. J'écoute beaucoup Koji Radical. Si ça vous voulez découvrir, je recommande. Il est incroyable. Ok, donc pas d'album. Un album parce que j'écoute peu d'albums en entier, c'est rare, mais il y en a ceux que j'écoute, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et l'album dont j'ai envie de parler, c'est Is de Joanna Newsom, qui est un album de 5 chansons qui font chacune plus de 10 minutes. Elle a une voix très étrange, pas très maîtrisée, pas très belle, mais il y a une fragilité. Et surtout, c'est une harpiste, elle s'accompagne à la harpe. L'album est aussi entièrement arrangé à l'orchestre. C'est très très beau. Et ses textes, surtout, sont incroyables. C'est une poète en même temps que c'est une compositrice. Et c'est un album que j'ai écouté énormément et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Enfin, il y a des méandres dans ses textes. Enfin, il y a plein de subtilités à comprendre. Et voilà, j'adore l'écouter et le réécouter. Un long métrage.
Ah, mon Dieu. J'ai une idée, j'ai un long métrage dont j'ai envie de parler. Je bassine la terre entière avec ce film. Ça s'appelle Primer. C'est un film réalisé par un Américain qui s'appelle Shane Carruth. Alexis, tu hoches la tête, tu connais. Vous êtes fan. C'est super intéressant en tout cas. Ouais, c'est un film qui parle de voyage dans le temps et qui est un peu pour moi l'antithèse de Tenet par exemple qui est sorti récemment. C'est aussi un film imbitable sur le voyage dans le temps, mais qui a la qualité pour moi que je le regarde 1 à 2 fois par an ce film et à chaque fois je comprends pas plus, enfin je comprends autrement. Pour résumer rapidement l'histoire, c'est 2 amis qui sont ingénieurs, qui bossent dans une boîte quelconque, ils sont un peu chiés et pour se faire un peu d'argent de côté, ils développent des brevets pour de l'électronique, des trucs comme ça. Ils font de la recherche dans leur garage et à un moment donné, ils trouvent par accident, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être inventé une machine à voyager dans le temps et ils vont décider de s'en servir pour boursicoter, enfin pour spéculer à la bourse et se faire de la thune. Et petit à petit, la confiance entre ces 2 amis va se détériorer. Enfin, je peux pas en dire plus sans dévoiler ce qui se passe dans le film, mais ça parle de voyage dans le temps, mais ça parle aussi de perte de repères, de perte de confiance, et c'est un film qui repose sur la rétention d'informations. Le spectateur n'en sait pas plus que les protagonistes, et c'est pour ça qu'on est aussi perdu à la fin du film. Mais plus je le vois, plus je vois de nouveaux trucs dedans, et plus il y a j'en trouve de nouvelles manières d'interpréter le fil directeur de l'histoire, et ce qui est l'exact inverse de Tenet. C'est-à-dire que Tenet, tu le comprends pas la première fois que tu le vois, puis tu le vois une deuxième fois, une troisième fois, tu dis ah ok, c'est de ça qu'il s'agissait, et c'est tout. Et il n'y a rien derrière. Chez Nolan, il fait croire qu'il y a des choses à comprendre, alors qu'en fait, voilà. Il y a souvent rien à comprendre. C'est ça. Un court-métrage. C'est impossible de choisir. J'avais noté trop de trucs et j'ai pas envie d'être trop longue. Et alors, oui, un truc dont je me suis rendu compte quand je notais toutes mes références, c'est que je cite que des mecs. Ça m'angoisse un peu. Non pas que ce soit mal ou quoi, c'est juste que j'en prends conscience. Donc, c'est que des vieux, c'est pour ça, non? Non. Non, pas forcément. Non, je suis très fan du travail de Boris Labbé, par exemple. Je suis ultra fan. On est très triste, le Lac des Cygnes, dont il faisait toute la partie vidéo, évidemment, vient d'être annulé à Chaillot. Ah. Donc voilà, pardon. Donc je peux citer 2 courts-métrages, dont un réalisé par une femme. Ruiz, ça s'écrit R-U-I-S, c'est un film de diplôme de la Casque ou du Casque, je sais pas comment on dit en Belgique, réalisé par Marieke Verbist. Et en plus c'est simple à résumer, c'est un cheval qui lutte contre le vent. Et c'est tout. Et c'est incroyable. L'animation, c'est en stop motion, l'animation est stellaire, et le film me soulève le cœur à chaque fois que je le vois. Voilà, il dure que 3 minutes. Voilà, si vous avez 3 minutes pour vous faire briser le cœur, c'est le film qu'il faut voir. J'avais envie de citer un film de McLaren parce que il est quand même vachement important dans la base de ma culture sur l'animation. Quand on arrive aux Arts Déco, je sais pas si vous voyez dans la peau de John Malkovich quand il rentre dans sa propre tête et qu'il y a plein de gens qui disent Malkovich. Aux Arts Déco, c'est McLaren. C'est-à-dire que Georges Schiafiano, ça a même une lettre. C'est un grand truc. Oui, donc oui. Ancien prof de l'ENSA, il a même une lettre de McLaren lui-même qu'il chérit. Mais non, McLaren est hyper important dans ma culture. Et il y a un film dont personne m'a jamais parlé aux Arts Déco, aucun prof m'a parlé, je l'ai découvert sur le tard, et c'est un de mes préférés, ça s'appelle Rhythmétique. Et c'est, je sais pas, vous connaissez, mais je l'adore. C'est hyper simple, c'est complètement abstrait. C'est une suite de chiffres qui s'additionnent et se disposent sur l'écran pour former une formation géométrique régulière. Mais faut le voir pour comprendre. C'est tellement ludique et enjoué. Alors que c'est juste des chiffres. Il y a rien à comprendre, il y a rien de plus. C'est juste un jeu mathématique et c'est trop bien. Voilà. Alors, un peintre ou autre beaux-arts? J'avais noté un peintre flamand du XVIIe siècle qui s'appelle Willem Kalf, parce qu'il a peint une de mes natures mortes préférées, je connais pas le titre exact, mais il peignait beaucoup de trucs de natures mortes qui s'appellent des natures mortes d'apparat, où c'est des
peinture d'objets précieux. Enfin, c'est le déballage des richesses de ce pays qui était très très riche, avec des tentures, des jeux sur les textures, de lumière dans des verres très très ornés. Et c'est la nature morte dont je parle, c'est une nature morte avec une faïence à motif chinois très belle et un citron à moitié pelé. Et les textures sont tellement bien rendues. Enfin, je peux passer des heures à regarder les détails de ce tableau. Et c'est comme ça. Ça se détache du fond d'une pénombre qui suggère un silence. Bref, je suis un peu trop longue. Je suis désolée. Vous me dites. Je crois qu'il fallait juste être un peu plus rapide pour les autres. Ouais. Je sais pas, il y a une émission d'après, Nicolas, ou pas? Ouais. Donc oui, on a plus que 3 minutes. Donc tu peux juste dire les. Ça marche. Ok. Alors, une ville, un village, un pays. Rien de tout ça, mais si on parle en termes géographiques, le bord de mer. Un ou une chorégraphe, une danse. J'ai noté Anna Teresa de Cassmaker, le travail qu'elle a fait sur les musiques de Steve Reich. Non, je suis super fan. Un livre de fiction. Pareil, impossible à choisir. J'en ai mis 4. J'ai noté Hamlet parce que je suis en train de relire Hamlet. Je suis dans une phase, je relis Shakespeare. Feu pâle de Nabokov. C'est un bouquin dans un bouquin dans un bouquin. Je vais m'arrêter là. Je vais parler un petit peu de Feu pâle pour expliquer. Ça se présente sous forme d'un poème, un très long poème, et l'analyse de ce poème fait par l'éditeur entre guillemets. Donc la majorité du bouquin, c'est le monologue de l'éditeur qui essaie d'expliquer le poème, dont le poète est mort dans des circonstances suspectes, et donc c'est l'éditeur qui publie à titre posthume et qui explique. Et en fait, on se rend compte que l'éditeur a peut-être quelque chose à voir avec la mort du poète. Enfin, c'est difficilement descriptible en moins de quelques minutes. C'est incroyable. Voilà. On va peut-être. Vas-y, dis vite, regarde. Alors, très vite, d'accord. Un livre de non-fiction. Les techniques de pliage pour designer de Paul Jackson, qui est un must à avoir si vous travaillez avec du papier. Une nourriture, boisson. En ce moment, je suis en charrette, donc c'est café au lait. Le tatouage que tu aimerais avoir. Même pas avec un gun sur la tempe. Un vêtement. C'est pas mal ensemble. Non. Alors, non, c'est pas le tatouage. Même pas avec un gun sur la tempe, on me forcera à me tatouer. Oui, c'est ça. C'est ça. On s'entend en ce moment. Un vêtement. Je suis une inconditionnelle des jupes. J'en porte tout le temps. Un fait historique politique. J'avais envie de dire jambon le fromage de Macron, là, sa sortie sur Robinson, qui me rend ouf. Un objet. Les post-it. J'ai la maladie du post-it, j'en fous partout. Une image photo. Ça, j'ai pas trouvé. Une partie de ton corps. Mon nez, qui me complexait beaucoup quand j'étais jeune, et maintenant je m'en fous complètement. Donc on peut guérir de ces complexes. Un jour, moment de l'année. J'aime bien le point de bascule, le premier jour de l'été où on peut sortir un t-shirt, et le premier jour où ça sent l'hiver dans l'air. Et une personne, un personnage qui te fascine. Ça, j'ai pas réussi à trouver. En plus, Alexis est déjà en train de mettre son bonnet, il va partir, je suis hyper stressée. Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va juste super. Nicolas, comme d'habitude, l'émission d'après met son générique. Sinon, nous, on avait prévu en fait une musique du Roi et l'Oiseau, puisque la prochaine fois, nous parlerons du Roi et l'Oiseau et de la Bergère Ramoneur avec Sébastien Roffa, et sûrement un peu aussi de ce que fait Disney maintenant et des dérives disneyennes, et de voir où ça va. Charlotte Arène, merci beaucoup pour ces 2 heures passées avec toi. Et bravo encore Antoine pour bientôt tu vas pouvoir reprendre l'émission. Merci beaucoup. Merci à Nicolas aussi, bien évidemment. À bientôt.